Eh bien, bonsoir à tous. Je crois que le webinaire a commencé avec quelques minutes de retard. Veuillez nous en excuser. Ce n'est pas les grèves. C'est juste qu'on a eu un petit peu de, on a mis un petit peu plus de temps à accorder nos violons. Voilà, on a été pas mal pris. Voilà, donc bonsoir et bienvenue. Désolé, vous l'aurez compris en cette journée de grève nationale, on a préféré éviter toute difficulté dans les transports et autres. Et donc, ceci n'est diffusé qu'en webinaire. J'en suis bien triste parce que j'aime bien être avec mes co-animateurs de manière à proximité et puis avec les gens qui prennent le temps de venir nous voir. Voilà, donc c'est ce nouvel atelier Mieux vaut prévenir, avec toujours accompagné d'Alexandra Blanche, bon, je sais même Blanc, plus. t'inquiète pas, Blanc, t'inquiète pas. bon. Alexandra qui est donc administrateur judiciaire et Nassim Galimi qui est donc avocat spécialisé. Maintenant, vous commencez aussi à bien connaître Nassim qui est intervenu également aux universités d'été avec moi dans le cadre de la présentation des outils de la prévention. Alors, je vous rappelle, 3 ateliers qui se sont déroulés. Le premier sous forme de prévention, on décline la chronologie classique des entreprises en difficulté. Le second atelier avant la fin de cette année, fin de l'année dernière, sur la mise en procédure collective, le redressement judiciaire, plan de sauvegarde, c'est-à-dire la partie après l'état de cessation des paiements. Et puis, on a voulu décliner un nouvel atelier sur la cession d'entreprises en difficulté. Donc, vous l'aurez compris, l'entreprise est en procédure collective et puis il y a 2 façons de s'en sortir, soit, 3 façons. La pire des façons, c'est de finir en liquidation judiciaire. La meilleure des façons, c'est d'arriver à démontrer au tribunal de commerce qu'on peut s'en sortir avec un plan d'appurement et qu'on peut payer ses dettes. Et puis, la façon intermédiaire, entre guillemets, mais c'est une sortie qu'on appelle un peu par le haut quand même, toujours meilleure que la liquidation judiciaire, c'est un plan de cession. Donc, on n'a pas réussi à démontrer qu'on était en mesure de payer ses dettes dans le cadre d'un plan d'appurement, un plan de continuation. Et donc, il faut passer par une cession des actifs de l'entreprise qui aura pour corollaire une rentrée d'argent qui paiera une partie des dettes, en règle générale jamais la totalité, malheureusement, ce qui induira pour la coquille vide qui restera la mise en liquidation judiciaire si les actifs qui ont été cédés ne peuvent pas rembourser la totalité du passif. Ça, c'est un point assez classique dans le titre, ça se comprend comme ça, mais je pense, et on va le voir également avec les co-animateurs de ce soir, on peut également se retrouver dans l'accompagnement d'un client qui souhaite racheter à la barre du tribunal une entreprise dont les actifs l'intéressent et à ce moment-là, travailler une offre de reprise des actifs d'une entreprise qui est en difficulté et qui n'a pas d'autre choix que de céder. Voilà, donc on a un travail toujours d'accompagnement, mais vous l'avez vu, il peut être des 2 côtés. Il est toujours mieux d'accompagner, tout le monde l'aura compris, d'accompagner quelqu'un qui va reprendre, parce qu'il a les moyens de faire perdurer l'activité, en tout cas de racheter, en situation, mais quand même en meilleure situation, que dans l'accompagnement d'un client dont on n'a pas réussi à démontrer qu'il était capable d'apurer les dettes et qui est obligé de céder dans le cadre de la procédure ses actifs, puisque ça se finit forcément en liquidation normale. Voilà, donc je pense qu'il est important de replanter un peu les bases du débat, cadre juridique de ces opérations, et on évoquera également des notions, notamment de prépack-cession, voilà, qui est une option justement intelligente, c'est-à-dire tout le travail en amont qui est fait, puisque je vous rappelle que le gage de réussite d'une procédure, quelle qu'elle soit, mais surtout d'une procédure collective, c'est de travailler en amont. Il y a une vraie logique, une vraie stratégie à préparer ça. Et le pire des scénarios, c'est de ne rien faire, puisque 95%, ça finit en liquidation judiciaire, puisqu'on est passif vis-à-vis de la situation et on n'a pas de levier pour agir. Voilà. Je pense que le débat étant posé, je vais laisser la parole à nos professionnels du soir. Alexandra, je te laisse la parole sans doute pour
reposer les débats et le contexte juridique. Alors, une précision sur ce que tu disais, effectivement, donc tu as reposé le contexte, on n'a pas évacué la sauvegarde, attention, ce dont on parle ce soir, la cession d'entreprise en difficulté, on est essentiellement sur du redressement judiciaire, puisque en sauvegarde, l'objectif, c'est pas de céder l'entreprise, c'est bien de la sauvegarder. Donc ça, c'est important de le rappeler, sauvegarde, il n'y a pas de plan de cession. C'est une exception et c'est surtout sur des actifs isolés, donc ne retenez que le redressement judiciaire. Donc effectivement, le cadre dans lequel on s'inscrit, c'est le redressement judiciaire et du coup, je pense que ce qui est important aussi pour vous, c'est de replacer le droit commun. Parce que souvent, il y a une confusion entre le plan de cession en redressement judiciaire et ce que vous voyez quotidiennement, les boîtes qui vont bien et que vous cédez. Or, le plan de cession, c'est vraiment, alors, en procédure collective, c'est vraiment un cas particulier. C'est pas la cession de droit commun que vous voyez, où vous voyez les ventes de fonds de commerce, ou la cession de parts d'entreprise. Vraiment, la procédure collective, c'est un cadre à part. On dit souvent que c'est un droit exorbitant, c'est-à-dire qu'on est en dehors des règles de droit commun. Et ça, c'est important de se le dire, parce que souvent, quand on vous croise sur les dossiers, vous dites, ah oui, mais bon, moi, si mon client il doit vendre sa structure, j'attends un prix. Et souvent, vous avez une réflexion en termes de valorisation qui est quand la boîte va bien. Or, quand elle va mal, et sur les sessions d'entreprise en difficulté en procédure collective, Nassim reviendra là-dessus, clairement, on n'est pas du tout sur cette configuration-là de prix de vente payé à un chef d'entreprise. Là, on est sur un prix de vente payé à la procédure. Donc, vraiment, on est sur un contexte qui est totalement différent. Alors, effectivement, Nicolas, tu as raison. Nous, on est l'interlocuteur privilégié dans le cadre des plans de cession, puisque on est en redressement judiciaire. Donc, on fait le constat, malheureusement, que l'entreprise ne sera pas en capacité de payer l'intégralité de ses dettes sur une durée, comme tu l'as dit, qui peut aller jusqu'à 10 ans, 15 en agricole. Et on dit à l'entreprise, bon, mais écoutez, on ne pourra pas présenter un plan de redressement. Pour autant, il ne faut pas laisser partir l'entreprise directement à la liquidation judiciaire et constater un arrêt d'activité brutal et essayer de vendre les actifs à la barre du tribunal. Là, l'objectif, c'est de se dire, on a une structure, certes une coquille, qui a plein d'actifs à l'intérieur, qui a un savoir-faire, qui a des salariés, qui a un poste client, qui a une activité. Et l'objectif, c'est de valoriser tout ça et essayer de le céder à un tiers qui va, alors, pas reprendre effectivement la coquille, qui va reprendre tout ce qui est à l'intérieur de cette coquille et le récupérer soit dans sa structure, soit dans une structure idoine qui va créer pour les besoins de la cause pour pouvoir récupérer ses actifs. Donc, nous, notre rôle là, en tant qu'administrateur judiciaire, en fait, c'est de faire monter les enchères et de trouver des repreneurs. C'est notre job, c'est-à-dire qu'on fait le constat qu'on ne pourra pas être la béquille du chef d'entreprise pour essayer de construire avec lui un plan de redressement et on se dit plutôt que d'aller au tapis et d'aller directement à la liquidation, là notre objectif c'est d'essayer de trouver des repreneurs qui seraient susceptibles de pouvoir acquérir ces actifs-là. Alors, comment on s'y prend? Alors déjà, on doit faire ce constat que le redressement judiciaire ne pourra pas être conclu par un plan de redressement. Comment ça se passe? Ben moi, je vous prends un cas très concret que j'ai actuellement dans de la production plastique. Donc, c'est une entreprise qui fabrique du plastique. Je suis arrivée alors j'ai été désignée dans le cadre du redressement judiciaire. C'était une entreprise au départ qui a demandé une sauvegarde. La sauvegarde a été rejetée parce que l'état de cessation des paiements a été avéré. Donc je suis désignée dans le cadre du redressement judiciaire, je rencontre les deux dirigeants et là les deux dirigeants me disent finalement qu'ils sont épuisés, qu'ils n'en peuvent plus et ça, faites très très attention parce qu'on sent de plus en plus de lassitude des chefs d'entreprise qui n'ont pas envie de se battre à essayer de présenter un plan de redressement, enfin nous on le voit au quotidien. Ils me disent bah nous si on peut céder quelque chose, bon, on le cède et puis on veut arrêter, on préfère aller à la liquidation. Bon. Et donc là, il se met en branle une recherche de repreneur en moins d'1 mois, c'est-à-dire qu'on est rentré en redressement et dans les 3 semaines, j'ai vu que les dirigeants étaient complètement épuisés et qu'il fallait très très vite lancer une recherche de repreneur parce qu'en plus, en parallèle, j'avais des machines qui servent à produire qui commençaient à tomber en panne les unes après les autres. Donc, je me suis dit, si on attend trop, le risque c'est que la liquidation judiciaire va arriver très vite et on ne pourra rien sauver. Sachant qu'il y a 35 salariés dans la boîte, donc c'est pas non plus la TPE du coin, enfin il y a un outil de production qu'il faut sauver. Et donc là, la recherche de repreneur, ça se passe comment? Donc il y a 3 leviers. Le premier, c'est la publicité dans le journal d'annonce légale, donc les échos. Donc vous voyez là aussi, c'est stratégique, ils publient le vendredi, donc avant le jeudi soir 20h, il faut mieux avoir envoyé la publicité si on veut être sûr, mais souvent, c'est bête, mais parfois on peut perdre une semaine
dans la prise de décision. Donc, il faut savoir, les échos, c'est jeudi, au plus tard avant 20h, il faut leur envoyer la publicité si on veut être sûr que ce soit publié le lendemain. Voilà. Parce que sinon, on est reparti sur la semaine d'après. Donc ça, c'est un levier, voilà, qui peut être utile. Le deuxième levier, c'est alors un journal qui est totalement numérique, c'est Made Mag. Moi, j'aime bien travailler avec eux, qui s'adressent surtout essentiellement à des avocats comme Nassim qui sont spécialisés dans le restructuring, donc qui représentent des repreneurs potentiels, à des professionnels du chiffre comme vous, qui pouvaient avoir des clients, et on y reviendra, enfin Nicolas et Nassim reviendront dessus, qui sont susceptibles d'avoir des clients qui sont intéressés pour reprendre des boîtes en pression collective, et là vous avez un vrai rôle à jouer, et qui s'adressent aussi à des fonds d'investissement ou à des repreneurs, voilà, qui sont vraiment en alerte de pouvoir acheter des boîtes en redressement judiciaire et non pas des actifs en liquidation judiciaire parce que voilà, leurs clients souhaitent avoir une activité qui est maintenue et qui serait susceptible d'être maintenue dans le cadre du plan de cession. Donc MainDemax, c'est un vrai levier, je trouve. C'est quelque chose qui manquait et ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ils ont des forfaits qui sont quand même assez bas en termes de coût de publicité parce qu'une publicité sur les dépôts, c'est entre 1200 et 1400 euros. MainDemax, le premier tarif, la publicité simple, juste dans leur newsletter, c'est 140 euros. Donc vous voyez, en termes de coût pour l'entreprise qui va mal, ça peut être un levier. Et ensuite, nous, en tant que professionnels, quand on prépare une annonce comme ça dans mon logiciel métier, instantanément, il y a une publicité qui part sur le site de la profession. Donc, je le rappelle, c'est NAJMJ. Alors maintenant, c'est Actify, c'est un sous-lien qui répertorie toutes les offres potentielles de reprise. Et qui peut être utile aussi, sur lequel vous pouvez être abonné et avoir des notifications, notamment si, encore une fois, vous avez des clients qui sont intéressés pour des reprises d'actifs. Donc, nous, on publie, et dans la publication, il y a plusieurs mentions qui sont faites. Donc, souvent, c'est le chiffre d'affaires, le nombre de salariés et la localisation. Comme on peut avoir, pour certains, on exerce sur plusieurs juridictions. Souvent, on a des publicités au niveau national. Voilà. Donc là, vous avez ces informations-là et en parallèle, dès qu'on a publié, nous, en parallèle sur nos logiciels métiers, on a préparé une data room, donc qui est virtuelle, avec toutes les pièces de la société. Dans la publicité est mentionnée la date de limite de dépôt des offres, la DLDO, qui indique jusqu'à quelle date le repreneur peut formaliser une offre. Et les offres doivent être communiquées à l'étude. Voilà. Alors maintenant, on voit dématérialisé. Peut-être Nassim, sur du coup, à ce moment-là, on peut peut-être évoquer le contenu de l'offre qui est du coup présenté par le repreneur et qui doit nous être adressé à nous, professionnels administrateurs. Alors je précise bien, c'est à l'administrateur que l'offre elle est envoyée et elle n'est pas envoyée au mandataire. C'est pas opposable à la procédure, c'est envoyé au mandataire. Merci Alexandra. Alors, tu as rappelé à très juste titre tout le contexte de ce qu'on appelle le plan de cession, la reprise à la barre du tribunal. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce régime qui est très très particulier et qui ne concerne que le droit des entreprises en difficulté et en particulier le redressement judiciaire et également la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, c'est la petite nuance qui est importante. Donc le régime dont on va vous parler, c'est uniquement pour ces deux procédures, redressement judiciaire et liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. La philosophie de cette cession, c'est, comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure, c'est lorsque la société elle-même ne pourra pas s'en sortir. Ne pourra pas s'en sortir parce qu'elle a trop de dettes ou que son activité suppose des investissements trop lourds que la société et les actionnaires actuels ne peuvent pas assumer. Eh bien, dans ce cas, plutôt que d'aller directement à la liquidation judiciaire qui entraînerait le licenciement de l'ensemble des salariés et la disparition de l'activité, puis la vente des actifs à la découpe, eh bien dans ce cas, on essaye de céder ce qu'il y a à sauver. Et ce qu'il y a à sauver pour une entreprise qui est encore en vie, mais on sait qu'elle va disparaître, c'est précisément ses actifs, certes, mais également son activité. Donc en fait, le plan de cession, donc la reprise d'entreprise en difficulté dans le cadre d'une procédure, c'est le transfert d'une entreprise, transfert d'actifs et transfert d'activités avec des salariés qui y sont attachés. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Donc, d'une certaine façon, c'est une cession de fonds de commerce. Mais alors, c'est une cession de fonds de commerce très, très particulière. Alors, je dis fonds de commerce parce que c'est pas le transfert d'une société.
Hein, on ne reprend pas les titres. Évidemment, il n'y a aucun intérêt de reprendre le capital d'une société qui n'arrive pas à s'en sortir d'elle-même et à présenter un plan, d'accord, puisque dans ce cas, on reprend les dettes. Là, on va reprendre uniquement le contenu de la société, c'est-à-dire l'entreprise, autrement appelée fonds de commerce. Mais comme on est en procédure collective, les règles sont très particulières. Et alors, ces règles, c'est en fait, on va pouvoir, et donc on, c'est un repreneur, un candidat repreneur, va pouvoir faire une offre pour reprendre les actifs de la société, les activités qu'il souhaite, et en même temps détourer le volet social. Et ça, c'est l'autre levier extrêmement important. Alors, je vais y revenir. C'est une cession de fonds de commerce, donc je ne reprends pas les dettes, en principe. Et ça, c'est le premier levier et le premier intérêt de la reprise en plan de cession, donc la reprise à la barre du tribunal, c'est qu'on laisse les dettes de la société de côté. Et ça, c'est extrêmement important, bien évidemment, pour un repreneur. Il y a une petite exception et on y reviendra tout à l'heure. C'est un point de vigilance qu'il faut absolument regarder et notamment, ça vous concerne, les experts comptables, leur rôle est notamment d'aider à débusquer les pièges dans les plans de cession et en particulier cette fameuse exception dont je parlerai tout à l'heure. Donc, on ne reprend pas les dettes, ça c'est le premier levier. L'autre intérêt du plan de cession, c'est qu'on va pouvoir faire son offre sur mesure. Le plan de cession, c'est une offre sur mesure, c'est-à-dire que je vais pouvoir reprendre l'ensemble de l'activité de la société, mais je peux également faire une offre que sur une seule activité, c'est-à-dire une cession partielle. Si j'ai une entreprise qui fabrique des chaussures et des vêtements, eh bien, je peux très bien faire une offre uniquement sur l'activité fabrique de chaussures et je laisse tomber la fabrique de vêtements en tissu si j'estime que cette activité ne m'intéresse pas. On ne peut pas m'obliger à reprendre l'ensemble des branches d'activité de la société. De la même façon, je vais pouvoir sélectionner les actifs qui m'intéressent. Je ne suis pas obligé de reprendre tous les actifs. Si, par exemple, je reprends une usine et que dans l'usine, il y a un certain nombre de machines et d'outils de production qui sont obsolètes, qui sont en mauvais état et qui donc ne m'intéressent pas, on ne peut pas me forcer à reprendre l'ensemble du parc industriel. Je peux laisser de côté les machines qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une offre sur mesure. Et l'autre levier qui est extrêmement intéressant pour le repreneur, et ça, c'est unique dans notre système français, c'est que je vais pouvoir, dans le cadre de mon offre, sélectionner le nombre et la catégorie des postes de travail dont je souhaite le transfert. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas m'imposer, contrairement aux cessions de droit commun, aux cessions classiques, le transfert de l'intégralité des postes de travail attachés aux branches d'activité ou à l'entreprise que je reprends. Vous connaissez tous la disposition du Code du travail, l'article 1224-1, qui prévoit de façon très très claire que le transfert d'une entreprise, d'un employeur à un autre, entraîne le transfert de l'intégralité des salariés et donc des postes de travail qui sont attachés à ce fonds de commerce. Et en droit commun, il n'y a aucune exception. Le problème que l'on a, c'est que bien souvent, et c'est ce qui rebute des repreneurs dans la reprise d'entreprises in bonis, c'est-à-dire qui ne sont pas en procédure collective, c'est précisément le volet social où on se rend compte que le nombre de salariés, le nombre de postes de travail est trop important pour que la reprise de cette entreprise, de ce fonds de commerce, soit intéressante et viable pour le repreneur. Et donc, très souvent, des repreneurs s'éloignent d'opportunités de reprise à cause de ce nombre de postes de travail trop important. Eh bien, lorsqu'on est confronté à une société qui est en procédure et lorsqu'on s'inscrit dans le cadre d'un plan de cession, le législateur a été très pragmatique lorsqu'il a établi justement ce régime dérogatoire pour donner le maximum de chances à la reprise de l'activité et à la sauvegarde du maximum d'emplois. Le législateur a accepté que le repreneur puisse détourer le volet social. Et donc, lorsque l'offre va être préparée, on va devoir sélectionner parmi une liste qui va être transférée par l'administrateur judiciaire. Ça va être la liste de tous les postes de travail classés par catégorie professionnelle et chaque repreneur devra indiquer dans son offre
pour chacune des catégories professionnelles le nombre de postes de travail qu'ils souhaitent reprendre. Alors bien évidemment, on ne va pas sélectionner les salariés eux-mêmes de façon nominative, évidemment. On va sélectionner des postes de travail. Donc c'est un levier très important. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire ce détourage et on est toujours encouragé à reprendre le maximum d'emplois, voire la totalité des effectifs. Mais en tout cas, si en tant que repreneur, on estime que c'est pas viable, on peut opérer ce détourage. Et donc, oui, Alexandra. Oui, justement, et sur ce point-là, enfin, alors nous, là, je donne la partie AJ, on est très Bien sûr. vigilants sur la partie salariée, notamment sur les postes de travail, et Nassim a vraiment raison d'insister, parce que nous, souvent, on a des listes, les dirigeants, ils nous envoient la liste des salariés et la liste du personnel. Nous, on leur demande justement de bien anonymiser la liste des salariés, et que ce soit bien des postes qui soient identifiés et pas Monsieur Bidule ou Madame machin, parce que l'objectif, c'est que vraiment, qu'il y ait un tri qui soit fait en fonction des postes, des qualifications, mais surtout qu'on puisse pas. On a choisi à un moment donné un salarié plutôt qu'un autre et non pas le poste. Donc ça, on est très vigilant, notamment en data room, pour que les pièces soient bien anonymes et qu'il n'y ait pas les noms des salariés. Tout à fait. Alors, dans ce cadre-là, et à la suite de ce que tu viens de dire, Alexandra, qui est tout à fait juste, il faut bien avoir en tête que on ne saura qu'une fois le processus terminé, quels salariés seront transférés. Donc, alors, sauf si on reprend l'intégralité des effectifs, là, la question se pose pas. Mais si on reprend 80% des postes de travail, bah, évidemment, on ne saura que au terme du processus quel salarié sera transféré parce que au terme de ce processus, et ça c'est le rôle de l'administrateur judiciaire, lorsque la session sera terminée, que le tribunal aura désigné le repreneur, eh bien, l'administrateur judiciaire mettra en œuvre les licenciements pour motif économique des salariés dont les postes n'ont pas été repris suivant la décision du repreneur. Et évidemment, comme c'est un licenciement économique, ce sont les critères d'ordre qui vont s'appliquer et il va y avoir un classement par catégorie professionnelle de tous les postes de travail. Et évidemment, les salariés qui vont être transférés, ce sont les salariés qui auront le plus de points par application des critères d'ordre, donc les salariés qui ont le plus d'ancienneté, qui ont des charges de famille importantes, etc. Et donc, c'est une fois tout ce travail qui sera fait qu'on pourra savoir si c'est monsieur un tel ou madame une telle qui sera transféré dans le cadre de la reprise. Et donc, tout ce travail d'élaboration de l'offre se fait donc en amont, puisqu'il y a plusieurs phases dans le plan de cession, dans le processus du plan de cession, et on peut retenir environ trois grandes phases. La première phase, c'est la phase qui a lieu entre l'annonce, donc c'est-à-dire l'appel d'offres, qui va être fait sous l'égide et à l'initiative de l'administrateur judiciaire, dans un journal d'annonce légale notamment. Et cette annonce va initier la première phase du plan de cession. Et cette première phase, c'est le moment où les repreneurs vont être au courant de l'opportunité du plan de cession et vont pouvoir se positionner et examiner le dossier. Et ce dossier-là pourra être examiné dans une période qui va s'étendre entre quelques semaines et parfois quelques mois, mais un peu plus rarement, jusqu'à la date limite de dépôt des offres, qu'on appelle dans notre jargon la DLDO, la date de limite de dépôt des offres. Et alors, cette date peut varier. Et c'est ça toute la difficulté du plan de cession, c'est le petit inconvénient, c'est qu'il faut travailler dans l'urgence très souvent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un plan de cession suppose un transfert d'activité, un transfert d'une entreprise. Ce qui signifie que l'activité doit se poursuivre. Un plan de cession ne peut pas avoir lieu si l'activité est terminée et les salariés licenciés. Donc ça veut dire qu'il faut que l'activité se poursuive, que les salariés soient toujours en train de travailler, mais pour ça, il faut pouvoir financer cette poursuite de l'activité. Et donc, c'est la trésorerie de la société qui est en procédure, redressement ou liquidation et poursuite d'activité, qui va déterminer le temps que l'on va avoir pour mettre en œuvre ce plan de cession. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, la trésorerie ne permet de tenir que 1 mois et demi ou 2 mois, ce qui signifie
que lorsque l'administrateur judiciaire prend la décision de lancer un appel d'offres, on sait que au bout de 2 mois, on n'aura plus de trésorerie pour faire fonctionner l'activité de la société. La conclusion, c'est qu'il faut terminer tout le processus dans un délai de 2 mois, puisque une fois que la trésorerie est épuisée, le processus doit s'arrêter. Et donc, très souvent, on a un délai de quelques semaines, qui peut être d'environ 3 semaines à 1 mois, pour préparer l'offre et la déposer pour qu'ensuite elle puisse être examinée par l'administrateur judiciaire. Je ne sais pas si Alexandra, tu as des statistiques sur les durées moyennes de préparation de l'offre. Alors, effectivement, tu as totalement raison. Bah, là, je reprends le dossier en question. On a mis 1 mois en première date de limite de dépôt des offres. Alors, nous, on joue parfois un petit jeu de dupe aussi également, hein, pour que les avocats se mettent en pression. Parce que l'objectif, c'est d'abord, nous, de voir si le plan de cession, on a des touches. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est on met une DLDO à 1 mois. Comme ça nous permet de voir si oui ou non on a des repreneurs déjà pour l'entreprise, parce que ça, on ne le sait pas, hein, quand on publie, c'est vraiment une bouteille à la mer, et puis on voit, alors, sauf si parfois le dirigeant a identifié des repreneurs, mais c'est quand même assez rare, notamment quand ils sont arrivés dans l'optique de faire un plan de redressement au départ. Donc le plan de cession, c'est vraiment le plan B, hein, on n'a pas d'autre solution. Donc première étape, c'est une première DLDO à 1 mois. Et comme le dit Nassim, le nerf de la guerre, c'est la trésor. Donc malheureusement, parfois, c'est réduit parce que on sait que sous 1 mois, il y aura les salaires et qu'on ne pourra peut-être pas faire forcément face aux salaires. En tout cas, qu'il va falloir trouver rapidement du cash et qu'on n'a pas 15 000 solutions. Donc souvent, c'est 1 mois. Et après, par contre, comme le dit Nassim, on prolonge ce délai. Donc, il peut être de 15 jours, de 3 semaines complémentaires pour laisser du temps à des repreneurs qui se sont déjà identifiés de déposer une offre complémentaire, enfin, ou de déposer une offre initiale. Voilà. Mais en statistique, oui, tu as raison, Nassim, on est surtout sur 1 mois déjà pour avoir une vision du marché d'un repreneur potentiel sur la boîte. Alors, il y a une question. S'agit-il donc d'une cession de branche autonome d'activité? Donc, oui, je confirme. Hein, le plan de cession peut porter sur une cession d'une branche autonome d'activité, mais ça peut être également une cession totale, c'est-à-dire sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Et c'est souvent ça en 99% des cas. Hein. C'est-à-dire que C'est ça. l'objectif de la cession, et c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une structure qui n'est pas en capacité de présenter un plan de redressement, donc un échéancier de ses dettes, qui souhaite pour autant préserver l'emploi, maintenir l'activité, et on cède l'intégralité à un tiers. Avec, comme l'a dit Nicolas, le sacré avantage que pour le repreneur, il n'a pas à récupérer le passif, il ne récupère que les actifs, les salariés qu'il souhaite, les postes de travail qu'il souhaite, et il paye effectivement un prêt à la procédure. Nassim reviendra plus en détail tout à l'heure, mais qui est déconnecté malheureusement du passif de la structure. C'est ça. Alors, donc, dans cette phase. Pardon, Nicolas. Non. Non, moi alors, sur le principe de la cession, hein, je vois qu'on embraye plutôt sur la partie reprise entreprise en difficulté. Effectivement, je suis d'accord parce que le plan de cession, une fois qu'on a éludé la question de on peut pas rembourser le passif et il faut essayer de sortir par le haut quoi qu'il arrive. Il n'y a plus grand chose à faire puisque de toute façon l'actif est cédé ou pas. Mais si l'actif est cédé, de toute façon, il reste une coquille vide qui finit en liquidation judiciaire. Et le nerf de la guerre, comme vous l'avez dit tous les deux, évidemment, c'est la trésorerie. L'ouverture de la procédure collective implique le gel des dettes antérieures. Ça permet justement à l'entreprise de pouvoir sursoir à ses exigences, à son passif et à ses créanciers, même s'il y a un travail pédagogique à effectuer vis-à-vis d'eux, parce qu'évidemment, ils ont du mal à accepter cette situation. Et est-ce qu'on aborde le sujet du prépack, parce que c'est finalement un peu en lien avec nos webinaires précédents et la prévention. L'idéal, afin de préparer un plan de cession, lorsqu'on sait à l'avance qu'on n'a pas envie de continuer à la barre de l'entreprise, hein, c'est Alexandra ce qu'elle a cité tout à l'heure,
il peut y avoir voilà, des difficultés qui sont traînées par l'entreprise depuis quand même de longs mois, qui atteignent le moral du chef d'entreprise et qui effectivement souhaite baisser les bras. À la rigueur, moi je préfère avoir cette situation, elle est nette, elle est propre. C'est pas quelqu'un qui va essayer coûte que coûte, parce que ça aussi, hein, j'imagine que tu le vois Alexandra, dire bah voilà, on fait des appels d'offres et puis bah non, ce candidat il est pas sérieux, il est pas crédible, ou alors bah, je donne pas toutes les informations nécessaires, ce qui fait que le candidat le candidat il finit par se lasser, ou alors il dit bon bah c'est pas si clair, donc moi je m'aventure pas là-dedans. Voilà, on a aussi cette situation sans doute parfois où bah, le dirigeant veut à tout prix rester à la tête de son entreprise pour des raisons personnelles, d'endettement, de situation qu'on a du mal à encadrer. Donc, d'où l'importance d'avoir un discours de vérité tout de suite avec le chef d'entreprise, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez. Même dans le cadre d'une procédure collective, cette procédure collective, si on n'a pas le choix que d'y aller, il faut y aller en ayant ouvert. Je vais insister sur le sujet, mais je sais que vous êtes sur le même credo, en ayant ouvert une procédure de prévention en amont. Et dans le cas de cette procédure de prévention, on peut déjà faire une recherche de candidats repreneurs. C'est notre fameux prépack session qui permet, dès l'ouverture de la procédure collective, d'embrayer et de céder l'actif de l'entreprise dans de bonnes conditions, parce que force est de constater quand même, l'expérience prouve que une fois qu'on a démarré la procédure collective, que même si on a cette bouée d'oxygène avec le gel des dettes antérieures, force est de constater que c'est toujours plus délicat parce que l'environnement, l'écosystème de l'entreprise est sur ses gardes, et si on n'a pas étudié, s'il y a un intérêt économique à la reprise de cette entreprise, s'il ne s'est pas manifesté en amont, dès lors que la procédure est ouverte, ça devient quand même plus complexe. Oui, alors le prépack session, effectivement, on va y revenir. Peut-être, si Nicolas, t'es OK, qu'on revienne juste sur la partie post-réception des offres suite à la publicité, suite à la publicité qui a été faite. Comme le disait Nassim, donc nous, on reçoit d'abord les offres qui identifient effectivement les trois en fait, critères légaux qui doivent être mentionnés dans une offre de reprise. C'est est-ce que le repreneur poursuit l'activité? Si oui, c'est quoi les modalités concrètement? C'est est-ce que je reprends le droit au bail? Est-ce que je reprends les contrats qui sont en cours? Est-ce que je reprends les matériels? Si oui, c'est quoi les matériels? Donc vraiment, il y a un listing à la Prévert qui doit être fait de tous les actifs que le repreneur reprend. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça, là, vous voyez, moi, par exemple, sur un dossier, on n'avait pas l'inventaire du commissaire-priseur. C'est embêtant qu'on n'a pas l'inventaire du commissaire-priseur parce que le repreneur, de l'autre côté, dit, moi, si j'ai pas l'inventaire du commissaire-priseur, je peux pas déterminer le périmètre global des actifs que je vais reprendre. Et donc, la valeur que je vais offrir pour reprendre ces actifs, forcément, va diminuer d'autant. Donc là, c'est vraiment, et là, le rôle des conseils est fondamental parce que il faut que l'écriture de l'offre soit très cadrée, ça répond à des critères légaux, donc il faut vraiment être des critères légaux. Donc, les actifs, le maintien de l'emploi, combien de postes je reprends, lesquels. Donc là, c'est pareil, nous, en tant qu'administrateurs, on est plus vigilants, je vous l'ai dit, à ce qu'on ait une liste anonyme des postes avec l'intitulé des postes qui doivent être cohérents entre les contrats de travail et les bulletins de salaire. Là, vous voyez, ce matin, j'étais au tribunal de commerce de Paris, on part sur une session, j'ai des divergences entre les contrats de travail, les bulletins de salaire et les fiches de poste des salariés. Donc là, l'avocat, il a un rôle pédagogique vis-à-vis de son client pour lui expliquer qu'on a un vrai problème de fond et que si on veut aller vers une session, il faut remettre du cadre puisque le repreneur, lui, il va pouvoir que viser des postes. Donc, il faut qu'on soit sûr que les postes correspondent aux salariés qu'on a réellement dans l'entreprise. Et après, il y a le paiement du prix. Donc, Nassim, peut-être que tu veux faire un petit focus sur la notion de prix, comme c'est déconnecté. Bien sûr. Alors, on est dans une session. On est dans une session d'actifs, mais pas que. C'est une session d'actifs et d'activités. Et qui dit session dit prix. Donc, il va falloir dans l'offre établir donc la liste des actifs qu'on souhaite reprendre. Donc, soit on utilise des formules très très générales, des clauses balais où on reprend tous les actifs corporels, incorporels, stocks, participations, immeubles, etc. Ou alors on est beaucoup plus précis
en listant catégorie d'actifs par catégorie d'actifs ceux que l'on souhaite reprendre, puisque comme je vous l'indiquais, on n'est pas obligé de tout reprendre, et il peut par exemple y avoir des actifs qu'on ne souhaite absolument pas reprendre. Par exemple, si l'entreprise est exploitée sur un terrain qui appartient à la société, que ce terrain est totalement pollué, peut-être qu'on évitera de lister et d'inclure dans le périmètre de la reprise ce fameux terrain pollué. Et donc, pour les actifs qu'on a listés, il va falloir mettre un prix en face. Et alors, ce prix, ça a été rappelé en préambule, il n'est absolument pas payé aux dirigeants ou aux actionnaires de la société, puisque la société, encore une fois la cession opérée, sera liquidée. Et elle sera liquidée avec des dettes, parce que les dettes ne sont pas transférées aux repreneurs. Donc, le prix de cession, qui fait partie de l'un des critères de sélection des repreneurs dans le cadre du plan de cession par le tribunal, le prix de cession est payé à la procédure. Et donc, c'est en échange du transfert de propriété des actifs que vous aurez racheté dans le cadre de votre plan que vous allez payer donc ce prix, et ce prix va être capté par la procédure qui va abonder la trésorerie disponible de la procédure, non pas pour poursuivre l'activité, puisque l'activité par hypothèse va être cédée une fois que le plan de cession aura eu lieu, mais pour payer les créanciers de la procédure en fonction de leur rang de priorité. Donc c'est pour ça que cette notion de prix est importante, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, depuis maintenant, je dirais une bonne vingtaine, voire trentaine d'années, on ne fait plus de cession à la barre du tribunal à 1 euro. Ça n'existe plus. Il y a eu ces pratiques dans les années 70-80. C'est une pratique qui est terminée aujourd'hui. On ne fait plus de cession à 1 euro parce que il est inenvisageable pour un tribunal d'accepter au profit d'un repreneur le transfert d'actifs qui ont malgré tout une valeur pour un prix symbolique. Ça n'existe pas dans la mesure où on ne reprend pas les dettes. La cession d'une entreprise ou d'une société à 1 euro ne se justifie que parce que le prix est négatif au motif qu'on reprend les dettes de la société. Là, c'est pas le cas. En principe, et on reviendra sur cette exception, on ne reprend pas les dettes. Donc, il faut qu'on indique un prix de cession. Alors, en revanche, la vérité, c'est que ce prix de cession, dans la plupart des cas, est totalement déconnecté de la valeur réelle des actifs. Parce que on sait bien que c'est pas le critère essentiel, parce que le critère essentiel pour un tribunal, c'est la poursuite de l'activité et surtout le maintien de l'emploi. Ça, c'est vraiment le critère essentiel, c'est le maintien de l'emploi. Et donc, à deux offres équivalentes, le repreneur qui va reprendre plus d'emplois que son voisin, qui lui pourrait peut-être offrir un prix légèrement supérieur, eh bien, c'est celui qui propose le maximum d'emplois, en principe, qui doit l'emporter, parce que c'est un critère qui passe au-dessus du prix. Mais ce qui ne veut pas dire que le prix n'est pas un critère dont le tribunal se désintéresse, au contraire. Alors, on nous pose souvent la question de quel est le prix qu'il faut mettre pour un plan de cession, pour les actifs en question, dans tel ou tel dossier, quel est le prix idéal et quel est le prix attendu par l'administrateur judiciaire et par le tribunal. Bon. Ça, c'est une question dont il n'y a absolument pas la réponse. La réponse n'est pas dans un coffre-fort et il faut essayer de s'approcher au maximum du prix. C'est pas du tout l'idée. Ce qu'il faut bien comprendre dans un plan de cession, c'est que l'objectif, c'est de faire la meilleure offre possible et qui réponde le maximum aux critères fixés par la loi. Mais le vrai prix de cession, c'est celui que le repreneur voudra bien mettre et qu'il mettra en toute connaissance de cause et en l'assumant dans tous les sens. Soit que son prix a été jugé inférieur, ou soit qu'il l'a emporté et finalement il se rend compte qu'il a mis un prix bien trop important par rapport au reste de la concurrence. Parce que ça, jusqu'au bout, jusqu'au jugement qui entérinera le plan de cession, les repreneurs ne sauront pas ce que la concurrence va proposer comme prix à la fin des fins. Et donc, ça sert à rien de faire des plans sur la comète et d'essayer de faire des stratégies pour essayer de deviner ce que les uns et les autres vont faire comme prix, pour essayer d'optimiser le prix. Moi, le conseil que je donne toujours à mes clients, c'est de faire leur meilleure offre en fonction de leur capacité et de leurs possibilités, et de ne pas aller au-delà, parce que ce serait déraisonnable de mettre un prix qu'on ne saurait pas payer, ou en tout cas qui pourrait mettre en péril le repreneur. Ça, c'est inenvisageable.
Mais à l'inverse, il ne faut pas essayer de faire un bon coup et il ne faut pas essayer, alors qu'on peut avoir, par exemple, 300 000 euros de budget pour le prix de cession, se limiter à un prix de 150 au motif qu'on peut peut-être gagner 150 000 euros si on est le mieux disant et que nos concurrents ont proposé un prix inférieur. Ça, pour moi, c'est une mauvaise méthode. Mais une mauvaise méthode parce que tout simplement, on risque de laisser filer le dossier, un dossier qui, par hypothèse, intéresse le client et qu'il aurait pu assumer avec le prix maximum qui s'était posé. Donc, encore une fois, on se fixe le prix maximum, au-delà duquel ce serait déraisonnable d'aller, et le bon prix, c'est celui-ci. Il faut faire sa meilleure offre tout de suite. Voilà ma recommandation. Ouais, alors pardon, Nicolas. Excuse-moi, Alexandra, je peux d'ailleurs revenir dessus parce que c'est toi qui gère l'audience dans ce genre de situation, mais je pense qu'il est aussi important vis-à-vis du juge commissaire, enfin de la juridiction, c'est de s'assurer de l'intérêt du candidat repreneur. Et on voit trop souvent des gens qui sont là parce que ils ont un avocat qui maîtrise la situation, ce genre de situation, et qui en font une affaire financière. Alors que il y a des organes de représentation du personnel, hein, déjà naturellement dans l'entreprise, mais à nouveau dans le cadre de la procédure collective. Et bien souvent, on leur demande, au-delà de l'avis du procureur évidemment, mais on leur demande leur avis sur les candidats repreneurs. Et moi, je constate bien souvent que les candidats repreneurs ne font même pas l'effort d'aller voir l'entreprise, d'aller discuter avec les salariés qui sont dans une angoisse permanente, hein, parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Globalement, ils ont compris qu'il y avait un repreneur, mais potentiellement, ils peuvent ne pas forcément faire l'objet du périmètre de reprise, ce qui induit des licenciements, etc. Donc, il y a, enfin bon, on l'a dit, on le redit, mais il y a un impact psychologique important vis-à-vis de l'entrepreneur, ça c'est une chose, mais vis-à-vis des salariés. Et j'ai du mal à penser qu'une offre crédible ne passe pas par je vais sur place, je vais discuter avec ses salariés, et je veux savoir, d'ailleurs, parce qu'on est toujours très surpris de l'attitude de certains salariés qui préfèrent être licenciés, préfèrent toucher pourquoi, que d'être pris dans le cadre de la retraite d'activité. C'est toujours impressionnant, enfin, je suis toujours très étonné de cette situation, mais bon, ça arrive. Voilà, mais c'est un point, je pense que c'est un point important, d'ailleurs, que tout conseil, Nassim, tu dois également conseiller aux candidats repreneurs qui sont intéressés par une entreprise. Il n'y a pas que la data room, il n'y a pas que les éléments financiers. Allez voir sur place, demander à l'administrateur judiciaire, effectivement, de pouvoir aller sur place, de rencontrer les gens, de rencontrer le débiteur. Voilà. Ces échanges sont toujours intéressants et d'ailleurs, à mon avis, favorisent l'acceptation des salariés et quand ils sont interrogés dans le cadre de la réunion au tribunal, c'est un élément, à mon avis, facilitateur, en tout cas positif dans le cadre du dossier d'un candidat repreneur. Tout à fait, absolument. Alors, du coup, moi, je reviens sur plusieurs sujets. Donc, sur le prix, sur ce que disait Nassim, moi, effectivement, moi, je partage totalement l'analyse sur le fait qu'il ne faut pas fixer un prix en fonction de ce que font les concurrents, mais effectivement, en fonction de ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, hein, parce que malheureusement, des candidats repreneurs qui proposent un prix, mais après qui ont des difficultés derrière, c'est souvent que l'offre elle a été mal calibrée. Parce qu'il ne faut pas croire, oui, on ne reprend pas le passif, mais par contre, ce que souvent on oublie, c'est la dimension psychologique de reprendre une boîte qui est en redressement judiciaire. Certes, on ne paye pas un prix, enfin, on ne récupère pas le passif, mais derrière, il faut se rendre compte quand même qu'on récupère des actifs qui sont décotés, parce qu'un poste client qui a connu des difficultés avec l'ancien chef d'entreprise, des salariés qui sont souvent épuisés de la procédure de redressement. Donc certes, ils n'ont pas le choix, le transfert du contrat de travail intervient, mais quand ils sont restés 6-7 mois en période d'observation, qu'ils ont eu les aléas de la procédure avec les risques parfois d'une liquidation judiciaire à tout moment, c'est pas simple de reprendre des boîtes comme ça. Donc il faut pas croire que parce qu'on peut payer le prix et que derrière on a un business plan qui a priori doit filer comme sur des roulettes, que pour autant c'est gagné. Voilà. Donc il faut toujours garder un peu de soupape pour se dire si j'ai besoin de cash et de réinjecter plus de cash que prévu parce que ça redémarre pas comme moi je l'avais anticipé, c'est vraiment important que le prix soit bien calibré au départ. Pour autant, c'est vrai qu'on le voit, c'est un peu comme nous, on joue au bluff avec la date de limite de dépôt des offres. Parfois, ce que vous pouvez faire, c'est un prix d'appel, c'est-à-dire de mettre un prix de départ.
Nous, de toute façon, on communique souvent un tableau qui résume pour le tribunal l'état des offres qu'on a reçues sur le dossier. Alors, bien évidemment, nous, on le rend anonyme, sauf pour le tribunal, mais pour les repreneurs, on communique un tableau qui résume le respect des 3 critères légaux, c'est-à-dire le périmètre de reprise au titre des actifs, le prix qui est payé et le nombre de postes repris. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à 48 heures avant l'audience, le repreneur peut améliorer son offre. Attention, il ne peut pas retirer l'offre, mais il peut l'améliorer. Et dans le cadre de ce process d'amélioration jusqu'à 48 heures avant l'audience, on peut avoir des améliorations du prix. Donc, ça peut être toujours stratégiquement, et en tout cas, Nassim ne nous soutiendra pas qu'il fait le contraire. On peut faire un prix d'appel et après, effectivement, pousser son client à améliorer le prix par rapport à ce qui s'est passé. Il faut aussi savoir, alors nous, on ne communique jamais sur ce que fait le repreneur. Pour autant, chaque repreneur peut avoir accès aux offres qui nous sont présentées auprès du greffe. Alors, ça peut être lourd, mais au moins, ça permet d'aller voir ce que fait le concurrent dans le détail. Mais pour autant, je partage totalement, encore une fois, l'analyse de Nassim, on ne présente pas une offre par rapport à ce que fait le concurrent. Il faut vraiment être sûr de pouvoir demain tenir après les actifs qu'on aura repris et dérouler la session comme on l'a envisagé. Et moi, là, vous voyez, j'ai les premiers dossiers où j'ai des boîtes qui ont été reprises entre Covid et post-Covid. Et aujourd'hui, j'ai des repreneurs qui sont en difficulté parce qu'ils n'avaient pas anticipé que la reprise d'une structure en énergie, c'est pas simple. Voilà, il y a un côté humain. C'est pas que un prix payé. Il y a aussi un côté humain à prendre en compte. Donc ça, c'est important. Autre élément qu'a évoqué Nassim, mais je reviens dessus, en tant qu'organe de la procédure, c'est nous qui recevons le prix et le prix doit nous être versé avant l'audience. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des offres de reprise avec une condition suspensive d'obtention d'un prêt. Ça, c'est important. Le prix, il doit être payé avant l'audience à l'administrateur judiciaire qui doit pouvoir justifier à l'audience qu'il a bien le prix au sein de la Caisse des dépôts. Donc, bien évidemment, si le repreneur n'est pas choisi, on restitue les sommes qui sont versées à la Caisse des dépôts, mais c'est important. Ça veut dire que ça doit être la trésor qui est tout de suite mobilisable. On ne peut pas attendre que le prix arrive post-session si on est choisi comme repreneur. Donc ça, c'est important. Sur les contacts, effectivement, qu'évoquait Nicolas, alors oui, ça me paraît une évidence que le repreneur aille sur site, mais tu as bien raison, Nicolas, c'est pas évident pour tout le monde parce que certains considèrent que l'offre de reprise en plan de session, c'est mécanique. C'est juste une application de 3 critères légaux et c'est tout. Et puis on reprendra une structure, on va faire de la croissance externe et c'est tout. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, ça fera la troisième fois, mais c'est pas aussi simple que ça parce que on reprend notamment des salariés qui ont connu une procédure de redressement, des difficultés et qui parfois sont complètement essorés de la procédure et qui rêveraient, comme le dit Nicolas, finalement que d'un licenciement économique. Et du coup, pour répondre à ta question, Nicolas, c'est vrai que tu disais, je suis atterrée, alors moi encore plus, et je le vois surtout de plus en plus. Des fois, on se bat. Là, vous voyez, moi, en fin d'année 2022, j'avais 3 plans de session en parallèle, quasiment à une semaine d'intervalle. On s'est battu pour trouver des repreneurs, notamment sur une boîte de transport. On a trouvé un seul repreneur, et pourtant, on a circularisé dans tous les supports que je vous ai évoqués tout à l'heure. On a trouvé un seul repreneur. On avait une quarantaine de salariés. Les 40 salariés se sont opposés à un plan de cession. Donc, ils ne se sont même pas opposés à un repreneur potentiel. Ils se sont opposés au fait qu'on aille vers un plan de cession. Pourquoi? Parce qu'ils préféraient la liquidation judiciaire pour toucher les indemnités de licenciement économique. Parce que c'était des gars dans le transport qui avaient entre 25 et 30 ans dans la boîte et qui se sont dit, ben, nous, on préfère, avec moyenne d'âge entre 50 et 55 ans, et qui préféraient percevoir les indemnités et se dire peut-être que pour certains, ils pouvaient aller sur des pré-retraites et attendre gentiment de l'intérim, plutôt que d'envisager un plan de session. Et ça, c'est dramatique parce que pour nous professionnels, je pense que Nassim dira pas le contraire, à minima, le plan de session, c'est de se dire on a quand même essayé de sauver quelque chose plutôt que d'aller directement à liquidation. Donc, quand vous devez porter et le dirigeant, plus les salariés pour leur dire non, mais de toute façon, nous, on n'ira pas à la liquidation judiciaire sèche parce qu'on a quelqu'un qui est motivé et qui est susceptible de maintenir de l'emploi et une activité. On est dans un rôle qui va au-delà du nôtre. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est pas d'aller convaincre des salariés qu'il faut maintenir leur contrat de travail. Vu la conjoncture, on pense que c'est assez basique, c'est que c'est une volonté, mais c'est pas forcément le cas. Et donc, comme le dit Nicolas, le meilleur moyen
de générer de l'envie, ben effectivement, c'est de faire montrer le repreneur aux salariés, que les salariés puissent poser les questions. Pour autant, alors moi, pour ma part, je m'oppose aux entretiens individuels parce que le repreneur, encore une fois, il reprend des postes, il ne reprend pas des salariés. Ça, c'est important aussi qu'il y ait la limite quand même à ne pas franchir. Donc, c'est des réunions collectives où il peut se présenter le projet, présenter les avantages qu'il pourrait concéder aux salariés. Là, vous voyez, moi, le transporteur en question, il y avait des plans d'épargne, il y avait plusieurs choses que n'avaient pas les salariés à l'instant T dans l'entreprise. Donc, c'était vraiment des éléments à mettre en avant et qui peuvent générer de l'envie pour le salarié. Nassim, si tu veux compléter sur cette partie-là de motivation. Non, mais c'est tout à fait juste, hein. C'est un critère qui est pas écrit dans la loi, la motivation, mais qui est essentiel. Et il faut vraiment démontrer à l'ensemble des interlocuteurs, les organes de la procédure, c'est-à-dire l'administrateur, le mandataire, le procureur, le tribunal, mais également, et c'est extrêmement important, les salariés, de la motivation. Il faut être très clair sur le projet d'entreprise. Il faut être extrêmement transparent. C'est vraiment un jeu de transparence, le plan de session, et être vraiment très montrer plus que sa motivation, c'est vraiment l'attachement à l'entreprise qui est visée, et surtout de bien indiquer aux salariés ce qui les attend. Et ça, c'est considérable parce que ça peut faire basculer un dossier dans le sens ou dans un autre. Donc oui, ça je confirme, hein, c'est vraiment l'exercice absolument essentiel une fois déjà qu'on a rempli les critères légaux. C'est-à-dire que les critères légaux, c'est quasiment un prérequis. C'est-à-dire de maintenir l'activité, d'être sérieux, d'offrir un prix convenable et de reprendre un nombre satisfaisant de salariés, c'est vraiment la base. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que on est dans un processus qui est concurrentiel avec plusieurs repreneurs et il faut bien faire le départ entre les uns et les autres. Et je dirais, même quand on est tout seul, ça arrive, hein, dans certains dossiers, je ne sais pas si Alexandra, tu as remarqué, enfin, tu as vécu ces situations où on n'a qu'un seul repreneur qui présente une offre. Ben, ce sont des dossiers qui sont compliqués parce qu'il n'y a aucun moyen de comparer et le repreneur qui dépose l'offre unique, du coup, n'est pas challengé par les autres. Et c'est souvent assez difficile de se faire une idée lorsque cette offre n'est pas très satisfaisante objectivement. Et donc, il y a toujours un dilemme. Et c'est arrivé, j'ai un dossier en tête où, en fait, le tribunal a préféré suivre les salariés qui ne voulaient pas être repris. Et le dossier est allé en liquidation judiciaire parce qu'il n'y avait aucune motivation de la part des salariés pour être repris par le repreneur. Ça fait penser au dossier que tu évoques. Alors justement, sur le rôle de challenger, Nicolas l'a dit tout à l'heure et on n'est pas revenu dessus. Le rôle de challenger, c'est effectivement le mien dans le cadre des plans de session, donc de faire que les repreneurs améliorent en permanence leur offre jusqu'à 48 heures avant l'audience. Il y a effectivement, comme l'a dit Nicolas, un interlocuteur de poids dans ce rôle aussi, c'est le juge commissaire. Vous vous souvenez, on vous en a parlé dans les webinaires précédents. Le juge commissaire, c'est le juge qu'on appelle dans tous les bons livres de droit l'homme orchestre de la procédure. Donc, c'est un juge qui est délégué par le tribunal pour administrer les affaires courantes de la procédure et surtout trancher les actes plus importants de la procédure, exemple des licenciements économiques, une transaction, plutôt que de faire réunir tout le tribunal, c'est le juge commissaire qui a la délégation. Sur la partie plan de session, dans certaines juridictions, c'est lui qui gère toute la partie session, c'est-à-dire qu'on prépare avec lui toute la présentation des offres qui seront présentées au tribunal. Et donc, sur certaines juridictions, le juge commissaire reçoit individuellement chaque repreneur pour voir avec eux l'application des critères légaux, la poursuite de l'emploi, le maintien de l'activité, le paiement du prix, et essaye aussi de challenger les repreneurs pour savoir que derrière effectivement des engagements, la réalité et sa connaissance aussi du métier. Pour que ça soit très concret, là vous voyez, moi je pense à un dossier, c'était une activité de drone. J'avais 3 repreneurs, 2 spécialisés dans les drones, donc c'est vraiment de la présence externe, et 3 personnes physiques qui ont aussi formé une offre. Mais alors, par contre, qui n'y connaissaient strictement rien à l'activité de drone. Je crois que
la reprise non plus, c'était pas une séance, en tout cas, il n'y avait pas de conseil. Donc, c'est là aussi où on voit, c'est important d'être encadré par un avocat parce que il faut aller vite, comme l'a dit Nassim, et c'est un vrai métier. Enfin, voilà, on ne peut pas se dire un matin, je vais faire une offre de reprise dans le cadre d'un plan de session et je vais rédiger tout seul. C'est impossible. Et eux, ils sont arrivés, tous les trois, devant le juge commissaire en disant non, mais nous, on a envie de racheter une boîte et on va présenter une offre sur cette structure-là. On a vite vu avec le juge commissaire que ça ne tiendrait pas un instant, donc ils ont formulé une offre qui ne répondait pas aux critères légaux. Ils sont venus à l'audience absolument pas préparés. Et le tribunal a très très vite sorti cette offre du périmètre parce que ça n'avait ni queue ni tête. Donc ça, c'est vraiment important dans l'approche que peut avoir le juge commissaire et le rôle qu'a le juge commissaire dans la session. Ça peut vraiment être un homme clé à convaincre, à réussir à convaincre, avant même de réussir à convaincre le tribunal de sa capacité à pouvoir reprendre les actifs de la société. En tout cas, moi, je le vois. C'est vraiment l'homme essentiel de la procédure. Et effectivement, pour compléter sur ce que disait Nassim, du coup, on a aussi des tribunaux qui parfois préfèrent dire non, mais finalement, il n'y a aucun repreneur qui est capable de reprendre la structure et ils préfèrent aller à la liquidation judiciaire. Et pour rebondir du coup sur ce que disait Nicolas, moi je l'ai vécu notamment dans le cadre de prépaccession. Donc ça nous permet gentiment, vous avez vu, d'aller vers le prépaccession, de rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, parce que crainte d'aller justement trop vite et du coup de se dire on nous cache quelque chose et donc on préfère la liquidation. Du coup, ça nous permet de revenir sur le prépaccession qu'évoquait Nicolas tout à l'heure, qui est une procédure en fait accélérée de cession, dont l'objectif c'est exactement le même, c'est d'aller à un plan de cession en redressement judiciaire. On va passer par une étape redressement judiciaire, mais on va s'exempter de se dire est-ce qu'on peut redresser l'entreprise, on va aller directement sur le plan de cession. Peut-être Nassim, tu veux reprendre le cadre juridique du prépaccession? Oui. Alors, le prépack session, l'objectif, c'est de faire un plan de session comme on vient de vous l'expliquer jusqu'à présent. Le régime est exactement le même. Simplement, c'est la phase antérieure qui va être un petit peu différente parce qu'en fait, on se rend compte que lorsqu'on lance un plan de session classique, c'est-à-dire lorsque la société est déjà en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité depuis quelques semaines ou quelques mois, fatalement, l'image de la société est très dégradée et donc le plan de cession va se dérouler dans des conditions moindres et moins intéressantes pour les repreneurs. Parce que précisément, la société est passée pendant un temps assez important par cette phase de redressement. Donc, l'idée qui a été imaginée, c'était en fait toute cette phase de recherche du repreneur qui peut prendre pas mal de temps, de la faire dans un cadre très en amont et surtout confidentiel. Et le cadre idéal pour ça, c'est la procédure de conciliation qu'on a évoquée dans un atelier précédent. La procédure de conciliation, c'est une procédure confidentielle, amiable, très souple et surtout très en amont qu'on va pouvoir ouvrir lorsque la société n'est pas encore en état de cessation des paiements ou lorsqu'elle l'est, mais depuis moins de 45 jours. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir cette conciliation, de faire désigner un conciliateur qui, en général, est un administrateur judiciaire de profession, ça on vous en a parlé. Et le rôle de ce conciliateur, c'est de rechercher, dans un cadre confidentiel, le meilleur repreneur possible dans le cadre d'un futur plan de cession. C'est-à-dire qu'on sait que la société, de toute façon, ne pourra pas s'en sortir d'elle-même. On n'arrivera pas à renégocier son passif dans le cadre de la conciliation. Et on sait en plus que même en ouvrant un redressement judiciaire avec tous les leviers du redressement, en mettant la société sous cloche, de toute façon, elle n'arrivera pas à rembourser son passif. Donc, on est sûr de toute façon que la société partira en liquidation judiciaire. On va essayer de vendre le fonds de commerce dans le cadre d'un plan de cession en recherchant un repreneur dans un cadre confidentiel. Alors, le gros avantage, vous l'aurez compris, c'est que on va chercher ce repreneur sans avoir à informer tout le marché et tout l'environnement économique de la société que la société est en difficulté. Donc le conciliateur va avancer de façon confidentielle et cachée pour trouver un repreneur. Une fois que ce repreneur est trouvé, on va demander au repreneur de bâtir une offre, un projet d'offre, et si le conciliateur estime que cette offre est suffisamment sérieuse, qu'elle remplit globalement les critères de la loi, eh bien dans ce cas, la société va basculer
en procédure collective, en redressement judiciaire ou en liquidation avec poursuite d'activité, parce que là, c'est le passage obligé, pour aller en plan de cession. Mais l'avantage de tout ça, c'est que dans la mesure où on a déjà un repreneur qui est trouvé, donc on a une offre qui est pré-packagée, c'est pour ça qu'on appelle ça le pré-pack cession, hein, c'est la cession préparée en amont, et bien dans ce cas, le processus est beaucoup plus court. On va pouvoir, une fois la procédure ouverte, fixer dès le départ, dès l'audience du tribunal, fixer une audience d'examen de l'offre à 15 jours. Donc c'est un délai extrêmement court. Ça veut dire que la société ne va rester en période d'observation, c'est-à-dire en procédure collective, que pendant 15 jours ou 3 semaines, ce qui est très peu. Alors, évidemment, il y a quelques contraintes du prépack cession. La première contrainte, c'est de trouver pour le conciliateur le meilleur repreneur dans la phase de conciliation. Problème, par hypothèse, en conciliation, c'est confidentiel. Donc, on ne peut pas diffuser le nom de la société qui est en difficulté, parce que ça voudrait dire qu'on révélerait la procédure. Ça signifie que le conciliateur a une tâche pas facile, c'est de trouver le meilleur repreneur sans pouvoir communiquer directement le nom de la société, ce qui n'est pas simple. La deuxième contrainte qu'on a, c'est qu'il faut vraiment être sûr de son coup. C'est-à-dire que si le tribunal n'est pas convaincu que le seul repreneur qu'on lui apporte est le meilleur repreneur qu'on pouvait trouver, le tribunal peut ne pas suivre cette proposition et donc réouvrir un appel d'offres de façon assez large et de fixer un délai supplémentaire. Et là, on revient dans un processus classique. Autre élément important, c'est que c'est pas parce qu'on va en prépack cession qu'aucun tiers à celui qui a déposé son offre, donc au repreneur pressenti, ne pourra déposer d'offre. Parce que, et ça c'est un principe fondamental en droit français, toute cession d'actifs d'une société en procédure collective doit faire l'objet d'une publication, d'une publicité. Donc, même s'il y a un délai uniquement de 15 jours pour mettre en œuvre le prépack cession, il y a une obligation de communiquer, de publier cet appel d'offres. Alors évidemment, la plupart des concurrents n'auront pas le temps de préparer une offre en 15 jours. Et puis, en principe, si le conciliateur a bien fait son travail, les candidats pressentis qui ont été approchés auront pu préparer le dossier. Et donc, si le conciliateur a estimé que c'était tel repreneur qui devait l'emporter, c'est probablement le meilleur repreneur. Mais il ne faut pas oublier, malgré tout, que même en prépack cession, même avec le repreneur pressenti, il peut toujours y avoir un nouveau repreneur qui dépose une offre pendant cette période et qui pourrait l'emporter si les critères sont remplis. Donc c'est ça le prépack cession. En pratique, je ne sais pas, Alexandra, si toi tu as beaucoup de statistiques dans ta pratique, mais moi en réalité j'en vois assez peu des prépack cession parce que pour que le prépack cession puisse être mis en œuvre, il faut vraiment que les planètes soient alignées et les conditions ne sont pas toujours remplies parce que la première condition, c'est précisément l'ouverture d'une conciliation. Or, pour ouvrir une conciliation, il faut être en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Et en fait, très souvent, lorsqu'une société sait qu'elle ne pourra jamais présenter de plan de redressement parce que son passif est trop lourd, son activité trop dégradée, en fait, malheureusement, elle est très souvent en état de cessation des paiements depuis bien plus de 45 jours. Donc, le prépack cession est exclu dans ces conditions. Alors, moi j'adore le prépack cession. Mais c'est très efficace et c'est très utile. Je trouve que c'est un super outil, mais tu as raison, c'est comme la prévention, et là-dessus, le trio est d'accord, ça arrive souvent trop tard, donc malheureusement, c'est pas assez connu, et donc on fait pas assez de prépack cession, enfin en tout cas pas à hauteur de l'utilité de l'outil. Par contre, c'est vrai que de plus en plus, moi j'ai pris la tendance de parler du prépack cession, même quand on vient de consulter en amiable, on en a deux qu'on concilie, parce que je sais que des fois, ça peut tellement vite s'accélérer parce que la boîte est déjà pas en super forme. Et je me dis, si à un moment donné, on doit basculer sur une procédure de redressement, dès l'amiable, je leur parle du prépack cession. Pourquoi? Alors, c'est quoi la stratégie derrière? C'est que, en fait, on vous l'a dit, quand on ouvre une procédure amiable de mandat ad hoc ou de conciliation, la mission qui m'est confiée, est-ce qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur,
elle doit être définie en accord avec le chef d'entreprise. Donc, si on ne liste pas précisément ce qu'on demande au mandataire ad hoc ou au conciliateur de faire, je ne peux pas faire. En tout cas, si ce n'est pas repris dans l'ordonnance qui est prise par le président, je ne pourrai pas faire. Donc, souvent, ce que je demande au conseil, c'est qu'il intègre, dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, la possibilité pour moi, si malheureusement ça fonctionne pas, si les renégociations qu'on envisage ne fonctionnent pas, que j'ai tout de suite la casquette pour pouvoir chercher des repreneurs. Comme le disait Nassim, c'est le conciliateur ou le mandataire ad hoc, puisqu'on peut faire aussi du prépac en mandat ad hoc, c'est le tiers désigné par le tribunal qui cherche les repreneurs. En tout cas, qui doit s'assurer que la recherche de repreneurs est suffisante, et c'est là-dessus que moi je vais venir de garantir le tribunal. Donc, le fait déjà que dans la mission initiale, on ait prévu que le mandataire ad hoc ou le conciliateur puisse chercher des repreneurs, déjà on gagne un tour, parce que si on ne prévoit pas au départ, malheureusement, ça génère une extension de ma mission, la recherche de repreneurs. Je ne pourrais pas, de mon fait, parce que le dirigeant me dit ben, effectivement, ça ne va pas, il faut partir en redressement et on n'aura qu'une option, c'est le plan de cession, je ne pourrais pas, de mon fait, en amiable, lancer une recherche de repreneurs. Il faudra que le conseil de la société saisisse le président, demande une extension de la mission et que le président rende une ordonnance d'extension de mission. Et parfois, sur certaines juridictions comme Paris, ben, ça peut prendre un peu de temps. Donc, le plus souvent, je prévois cette mission dès le départ. Ça permet de se ménager cette possibilité à tout moment d'aller vers un prépac-cession déjà, et donc du coup d'en voir un peu plus que, effectivement, comme le dit Nassim, la norme, parce que malheureusement, c'est aujourd'hui pas encore suffisamment connu. Comment ça se passe de ma lucarne sur la recherche de repreneurs? Donc, comme l'a dit Nassim, effectivement, moi j'utilise exactement les mêmes outils que j'ai évoqués tout à l'heure. Par contre, la vraie difficulté, c'est que je ne peux pas donner le nom de la société. Et souvent, on essaie d'être très très large sur le périmètre même géographique pour être sûr qu'on ne puisse pas identifier non plus la société de par son activité et la région qu'on peut donner. Donc, il faut faire preuve effectivement de quelques stratagèmes pour arriver à garder cette obligation légale de confidentialité. Alors, par contre, sur la pratique, le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le repreneur, c'est un concurrent. Aujourd'hui, dans 60% des dossiers, le repreneur, il a déjà été identifié par le dirigeant. Et en fait, le dirigeant, il a fait quoi? Il a été chercher ses concurrents pour savoir s'il serait intéressé pour le reprendre. Voilà. Donc, le plus souvent, le prépac, ça se voit à l'heure actuelle, alors malheureusement, parce que c'est pas assez connu, ça se voit sur des entreprises de niche. Donc, elles sont 2, 3, 4 à faire ça sur le territoire national. Et donc, on sait déjà par avance quasiment qui sera le repreneur potentiel le plus à même de reprendre l'activité. Et moi, mon seul job finalement sur la recherche de repreneurs, c'est de circulariser une publicité à laquelle je sais que de toute façon, j'aurai 4 candidats ou un seul qui serait susceptible de répondre. Mais au moins, j'apporte le tampon et la caution vis-à-vis du tribunal que j'ai, et là je ne réponds qu'à à une disposition légale, que j'ai eu une recherche de repreneur suffisante. Donc, effectivement, comme l'a dit Nassim, il faut qu'on puisse justifier à l'audience d'ouverture du redressement judiciaire, et le on, c'est moi, hein, lors de l'audience de l'ouverture du redressement judiciaire, que je puisse justifier pour le compte de l'entreprise qu'il y a eu une recherche de repreneur suffisante. Et que finalement, ce n'est pas juste une cession au profit d'un repreneur identifié par le dirigeant et qu'on essaye de lui vendre les actifs et que c'est un copain du dirigeant et que c'est fait entre bons amis. Voilà. Moi, je suis la caution du chef d'entreprise à l'audience d'ouverture de redressement judiciaire, donc c'est vraiment une exception légale. C'est les seules audiences d'ouverture de procédure collective où j'ai le droit d'être présent. Pourquoi? Parce que je suis là pour venir expliquer au tribunal ce qui s'est passé en amiable sur la recherche de repreneur et justifier au tribunal que le projet d'offre de reprise que j'ai sera le plus à même d'être validé par le tribunal lors de l'audience d'examen des offres. Donc, c'est-à-dire qu'à l'audience d'ouverture de redressement judiciaire, normalement, si le prépac, comme l'a dit Nassim, fonctionne bien, en fait, j'ai déjà l'offre de reprise qui sera présentée au tribunal dans le cadre de la procédure collective sous, comme l'a dit Nassim, 3 semaines. Donc, à l'audience de redressement judiciaire, il y a le tribunal à convaincre, il y a un autre interlocuteur à convaincre, c'est le procureur de la République. Et là, je peux vous dire qu'en tout cas, à l'heure actuelle, ça se resserre énormément vis-à-vis des parquets. Les procureurs de la République sont excessivement vigilants pour s'assurer, parce que le procureur de la République, n'oubliez pas, hein, c'est celui qui représente l'intérêt de la société et qui s'assure que dans les tribunaux de commerce, le code de commerce est bien appliqué. Donc, il est là pour vérifier que le repreneur, on l'a pas, voilà, de la même façon que le tribunal, on l'a pas choisi, c'est pas un copain du dirigeant ou le frère du dirigeant. Il s'assure que la publicité est suffisante, qu'il y a bien eu une recherche de repreneur. Moi, pour vous donner un exemple, voilà, très récent, sur les 3 plans de cession que je vous ai évoqués tout à l'heure, il y en avait un, c'était après prépac-cession.
J'ai fait publier une annonce. Alors, Nassim pourra vous le confirmer que là, pour le coup, c'est vraiment la bonne foi. Les offres dans les échos, c'est toujours le même format. On a rarement une demi-page. Elles ont toutes le même format, elles ont la même police, tout est calibré. Et bien, le procureur nous a expliqué à l'audience d'ouverture de redressement judiciaire que la taille de la police n'était pas suffisante. Et donc, qu'à ce titre-là, c'est pour ça qu'on a eu qu'une seule offre. Donc, pour vous dire le genre de débat qu'on peut avoir aux audiences d'ouverture en RJ quand on arrive à une préparation. Pourquoi? C'est humain, hein, c'est que quand on arrive avec un seul repreneur, il y a de la défiance. Alors, ça peut être de la part du tribunal, mais surtout du parquet. Et donc, il nous a imposé, comme l'a dit Nassim, de refaire une publicité avec un délai extrêmement court de possibilité de redéposer des offres. Mais il nous a quand même réimposé de faire une publicité et donc du coup le tribunal a refixé une date de limite de dépôt des offres qui était concomitante à la date de l'audience pour étudier les offres de reprise, mais pour autant, parce qu'il craignait que la taille de la police de la publicité n'était pas suffisante, on a dû republier une publicité. Donc, c'est des dossiers, ils doivent être excessivement bien préparés avant l'audience d'ouverture de redressement judiciaire. C'est encore trop, à mon avis, pas connu, insuffisamment connu, notamment de vos professions, alors que ça peut être un super outil, notamment sur des structures où vous savez déjà que le passif est trop important. Je pense notamment aux structures qui ont pris trop de PGE et où on a une dette financière, on aura beau l'échelonner sur 10 ans, ce ne sera pas suffisant. Et surtout aussi sur des structures qui cumulent donc à la fois la problématique de dette financière trop importante et la nécessité de transmission de l'entreprise qui n'a pas été anticipée. Donc je pense à des dirigeants qui auraient dû partir plus tôt, qui ne sont pas partis, qui n'ont personne pour récupérer l'entreprise et où il y a un impératif de cession qui va s'imposer, mais la problématique, c'est qu'on ne trouve pas de repreneur parce qu'il y a trop d'endettement. Là, le prêt-accession peut être un vrai outil de transmission aussi, parce qu'on a un dirigeant qui veut pas, alors un dirigeant un propriétaire qui veut pas écorcher son image et qui sait que l'impact redressement judiciaire va avoir une image sur sa structure et sur lui à titre personnel, donc qui veut bien aller en redressement, mais il veut que ça dure le moins longtemps possible, et qui est aussi conscient qu'il faut céder la structure parce qu'elle est plus viable, elle n'est pas rentable, et il faut du sang neuf, mais le passif est trop important. Donc là, le prépack, ça peut être à la fois un outil de traitement de la dette et à la fois un outil de transmission, ce qui peut gérer la difficulté pour le dirigeant à date clé. Donc, l'audience d'ouverture, c'est vraiment pour moi la date qui est la plus stratégique, au point que j'arrive rarement à l'audience d'ouverture pour présenter le dossier d'un trait. Souvent, ce que je prends le temps de faire, c'est d'appeler le président de chambre, donc on en a déjà parlé, hein, celui qui va présider l'audience, et le parquet et le procureur de la République avant l'audience, pour justement anticiper toutes les problématiques qu'on pourrait avoir à l'audience d'ouverture et répondre à toutes leurs questions et pour que l'audience d'ouverture soit plus une formalité que la découverte du dossier. Donc, pour préparer l'audience, je les appelle en amont, mais souvent, surtout, avant même qu'on en soit à une recherche de repreneur, je les informe qu'on serait susceptible de pouvoir aller sur une plan de session dans le cadre d'un prépack session. Comme ça, ils sont au courant de tout au fil de l'eau. Et si ça doit s'accélérer dans le process de recherche de repreneur et qu'on sent que on n'aura pas beaucoup de potentiel, au moins ils ne découvrent pas le dossier et ils ont de l'information transparente et ça génère la confiance. Donc ça, c'est important. Et vraiment, je pense que dans le prépack session, on a ce rôle clé d'assurer la transition entre l'entreprise qui veut céder vite et le repreneur qui a tout intérêt à ce que ça aille vite aussi, mais aussi les créanciers de la société. Alors ça, c'est toujours l'interrogation qui m'est posée, mais du coup, c'est quoi l'intérêt du prépack session? Parce qu'on pourrait très bien aller en plan de session normal sur un redressement judiciaire. Moi, je pense que non. Je pense que tout le monde, finalement, on aurait tous intérêt à faire du prépack quotidiennement. Pourquoi? Parce que tout le monde y a intérêt. À la fois le vendeur, donc parce que en termes d'image, finalement, ces créanciers, entre les clients et les créanciers, l'information du redressement judiciaire, elle sera de moins de 3 semaines, parce qu'on ouvre un redressement judiciaire, le tribunal convoque à une audience de session qui est sous moins de 3 semaines. Autant vous dire que le temps que ça sorte au BODAC, que les clients, les fournisseurs, que tout le monde soit au courant, l'information, elle est quand même minime. Donc ça, c'est pour lui, en termes d'image, c'est stratégique. Pour les créanciers, forcément, si on cède sous 3 semaines, l'impact, alors certes, il y aura l'effet d'un redressement judiciaire, ils vont être gelés, ils ne vont pas être payés, mais forcément, en termes de valorisation qu'on aura des actifs, ce sera de toute façon meilleur que si on reste pendant 6 à 8 mois en période d'observation, que l'entreprise perd du chiffre d'affaires, qu'elle perd des fournisseurs, qu'elle perd des clients. Donc, on a une dégradation de la structure qui est moins rapide
que si on va tout de suite en prépaccession. Donc, en termes de prix, forcément, le prix sera meilleur. Donc, les créanciers ont tout intérêt aux prépaccessions aussi. Et forcément, l'impact pour les salariés est aussi important. C'est-à-dire que les salariés, ils sont sur une structure. Demain, ils ont A. Demain, ils seront sur B. Leur contrat de travail est transféré en l'état, donc zéro conséquence. Et forcément, en termes de morale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ça permet de reboucler sur ce qu'on disait sur le plan de session normal. Forcément, en termes de morale, vous avez moins de dégradation de l'esprit de l'entreprise. Forcément, c'est mieux pour un salarié de se dire bah, mon emploi, il n'est pas en risque, je vais être repris tout de suite, plutôt que d'attendre avec les aléas de procédure, des audiences, de se dire est-ce qu'à la prochaine audience, on va liquider ou pas. Donc, en termes de morale, pour le repreneur qui va reprendre, mais ça va être plus facile de redonner une dynamique tout de suite que si il récupère après 6 mois de période d'observation. Donc, pour moi, une structure, quand on sait que de toute façon, ça va être une étape de redressement judiciaire et ça passera sur un plan de session, on devrait passer que des prépaccessions parce que c'est un vrai levier pour tous. Voilà, en tout cas, je ne sais pas, Nassim, si tu partages la vision, mais. Totalement. Ouais. Ouais. Alors, si je peux donner la vision de l'expert comptable, je partage évidemment, puisque ça a pour conséquence, le prépaccession, c'est une conséquence d'un acte positif de l'entreprise qui s'est préservé de ses difficultés, qui est allé en conciliation. En conciliation, on voit que la situation ne s'améliorera pas et ce n'est pas la procédure collective qui l'améliorera. Et si la recherche d'un candidat repreneur se fait dans ce cadre-là de manière confidentielle, et dans le cadre d'un réseau professionnel qui fait que effectivement on n'a pas encore tout dégradé, tout n'est pas cassé, parce qu'il y a des leviers psychologiques qui ne sont pas atteints, et que dans le cadre de couverture de procédure, on peut accélérer. En fait, tout le sujet, c'est l'accélération des choses. Parce qu'il y a une telle inertie que on est pris par le quotidien, on est pris par le créancier, les créanciers qui appellent, à qui il faut faire comprendre qu'ils ne vont pas être payés parce qu'il y a le gel des créances antérieures, et dettes antérieures, etc. C'est vraiment fondamental. Donc, le plus en amont possible, je ne sais pas si ça peut servir de début de conclusion, mais le traitement des difficultés le plus en amont possible, parce que déjà, on s'évite des problématiques de sanctions si on ouvre de la prévention et qu'après, on ouvre de procédures collectives, le plus en amont possible, parce que le champ des possibles est ouvert et le professionnel qui est l'auxiliaire de justice, qui est le conciliateur, qui deviendra administrateur judiciaire, est dans un rôle de conseil encore plus grand, parce que, voilà, encore une fois, on ouvre le champ des possibles. Et le but, c'est quand même d'arriver à un aléa positif, hein, de sortir par le haut du dossier. Donc, je pense qu'on arrive très vite à cerner les possibilités de l'entreprise de se rétablir dans le cadre d'un plan de continuation en payant ses dettes, ou alors en cédant ses actifs, mais avec le moins de casse possible. Ça reste l'objectif assigné par le Code de commerce, hein, maintien de l'activité et sauvegarde des emplois. Donc, l'emploi Tanaïman Capital, et d'ailleurs dans les offres de reprise, que maintenant, chaque tribunal a ses habitudes, mais dans les offres de reprise, au niveau des candidats repreneurs, je pense que Nassim, tu interviens, tu conseilles en tout cas tes clients sur le sujet en disant, une fois que vous avez cartographié les salariés qui vous intéressent dans la branche de l'activité ou qui servent à l'actif que vous voulez reprendre dans l'entreprise, ne mégotez pas. C'est-à-dire, vous reprenez les salariés, mais avec tous les avantages acquis qui vont avec. Bien souvent, c'est. De toute façon, c'est une obligation légale. Voilà, mais avec les congés payés, donc ça veut dire qu'il faut savoir les valoriser, il faut les demander avec les RTT, les droits, les repos compensateurs, les machins, etc. Parce que là aussi, il n'est pas question, d'un point de vue pratique, que le salarié qui ensuite arrive à la période de congé, le repreneur lui dit non, moi j'ai pas repris tes congés, donc tu vas voir ton ancien employeur. C'est infernal. Voilà, donc c'est aussi une histoire d'être fair play des salariés qu'on reprend, c'est-à-dire il n'y a pas de novation. Ton contrat de travail se poursuit dans le cadre d'une nouvelle entreprise. Et je pense, moi je pense que c'est pas, je pense que le travail n'est pas suffisamment fait en amont, c'est le constat que j'en fais, suffisamment fait en amont par les candidats repreneurs vis-à-vis des salariés. Et bien souvent, les salariés, tiens, c'est un pion A, un pion B. Si le pion A n'est pas là, le pion B est pas. Et en fait, on en fait souvent. Alors, il y a une histoire derrière, mais on en fait souvent une histoire financière, tu le disais, Nassim, disant, l'idée,
c'est pas forcément de faire une bonne affaire. On n'est pas au Monopoly. Je vais pas racheter parce que sous couvert du fait que la boîte est en difficulté, je vais pas essayer de faire une affaire dessus. Parce que c'est jamais une affaire, en fait, dans les faits. L'expérience le prouve, Alexandra, tu l'as dit, il faut jamais oublier qu'on reprend une entreprise qui est en difficulté. Moins elle aura passé de temps dans une procédure et en difficulté, et moins on aura abîmé l'actif industriel, l'actif productif, etc. D'où l'intérêt, je rejoins, de deux professionnels sur le sujet. Le prêt-accession, c'est quelque chose finalement d'assez nouveau, enfin, voilà, hein, c'est bien, mais qui consacre les procédures de prévention et le rôle de conseil de l'administrateur judiciaire. C'est pour ça que le travail de pédagogie est important et qu'à chaque ouverture judiciaire, il faut aller voir le client, il faut lui expliquer, et ce travail pédagogique est souvent pas assez fait. Et donc on laisse, voilà, c'est aussi le constat qu'on peut faire, mais on laisse souvent malheureusement le café du commerce passer par là et finalement une vision des choses un peu détériorée de la part des débiteurs. Oui, je reviens juste sur une notion, effectivement, où on dit le délai, et c'est vrai que tu reviens dessus, et c'était peut-être pas clair, et comme je vois qu'il y a des questions sur c'est quoi les pièges à éviter. Donc, en pré-accession, on l'a dit, il y a l'audience d'ouverture du redressement, et au moment de l'audience d'ouverture du redressement, on doit, enfin notre rôle en tout cas, et quand le dit Nicolas, le rôle de conseil, c'est de dire, de donner l'image que tout est déjà prêt au tribunal et au parquet, et de dire on est prêt pour quoi? En fait, on est prêt pour céder les actifs de la structure. Et donc, et Nassim l'a dit tout à l'heure, le délai entre l'ouverture du redressement judiciaire et l'audience qui va permettre la cession des actifs, donc là où le tribunal va recevoir mon rapport où je vais faire le fameux état du nombre de repreneurs et l'état des offres que j'ai reçues, ce délai-là, le but, c'est qu'il soit le plus court possible, hein, encore une fois, pour que le prépac ait un vrai intérêt, mais il ne peut pas être inférieur à 3 semaines. Alors pourquoi 3 semaines? Parce que dans toute audience où j'envisage un plan de cession, le greffe du tribunal de commerce a l'obligation de convoquer tous les co-contractants de l'entreprise. Alors, co-contractants, ça va de la société de ménage qui a un contrat, à l'assureur, au fournisseur d'électricité, tous les contrats qui sont en cours dans la structure, tous les co-contractants doivent être convoqués à l'audience qui va étudier le plan de cession. Pourquoi? Parce que les co-contractants ont leur avis à donner. Alors, ça reste un avis, hein, c'est comme l'avis du représentant des salariés, c'est pareil, il donne un avis, il peut être contre, le repreneur peut être, le co-contractant peut être contre, mais en tout cas, il a la possibilité de s'exprimer. Alors, c'est la pratique que je vous donne. Des fois, vous arrivez à des audiences, vous avez 30 avocats qui représentent EDF, Orange, ben voilà, et puis des fois, vous arrivez à des audiences, il n'y a personne. Donc, c'est vraiment aléatoire. Sachez-le, vous avez, notamment si vos clients sont co-contractants, souvent le premier qu'ils appellent, c'est l'expert comptable pour savoir s'ils ont l'obligation d'y aller. Non, il n'y a pas d'obligation d'aller à l'audience. Mais la loi impose de convoquer les co-contractants et parfois même vous êtes aussi convoqué. Moi, par exemple, dans la liste des repreneurs, des co-contractants à convoquer, je mets l'expert comptable parce que moi, je considère qu'il y a une lettre de mission, il a un contrat et la structure, donc je le fais systématiquement, je le mets dans la liste des co-contractants à convoquer. Mais il n'y a pas d'obligation d'aller à cette audience de cession. Et à l'audience de session, donc ça se passe, on récupère nos petits, on revient comme sur une audience traditionnelle plan de session. Hein. Là, mon rôle, c'est de présenter de façon factuelle les offres que j'ai eues. Souvent, comme je vous l'ai dit, je les ai eues bien en amont parce que j'ai déjà travaillé avec les repreneurs sur l'offre et de présenter au tribunal de façon purement légale l'application des 3 critères. Et bien évidemment, je donne un avis sur les offres. Je dis, ben voilà, celui-là, il a respecté le critère de la poursuite d'activité ou pas du tout. Celui-là, il a respecté le nombre de salariés, mais c'est vraiment une offre qui est insuffisante sur le nombre de reprises de salariés. Et j'annonce tout de suite, je ne choisis pas le repreneur, c'est le tribunal qui choisit le repreneur. Donc, il n'y a pas de notion d'influence vis-à-vis de l'administrateur. L'administrateur, il fait qu'une application légale des critères. Le seul qui a le pouvoir de choisir le repreneur, c'est le tribunal. Et parfois, moi, je donne un avis sur, vous voyez, mes drones, le dossier des drones dont je vous ai parlé. J'ai donné un avis sur les 3 repreneurs. Il y en avait un qui, à mon sens, respectait parfaitement
l'application des 3 critères et surtout était le mieux disant, contre toute attente, c'est pas lui qui a été choisi par le tribunal. Donc, ça montre bien que le tribunal est le seul décisionnaire dans le dossier. Il n'y a que le tribunal qui peut choisir. On donne tous finalement un avis. Donc, c'est-à-dire que le représentant des salariés va donner un avis, les co-contractants vont donner leur avis, le parquet, le procureur de la République va donner son avis, le mandataire judiciaire va donner son avis, le dirigeant va donner son avis, tout le monde donne un avis. Le seul qui décide, c'est le tribunal. Voilà. Alors souvent, dans les plans de session, le but c'est d'aller vite, et notamment en prépa, que vous l'avez compris. Donc le tribunal essaye de mettre un délibéré le plus court possible. Donc souvent c'est, Nassim, je pense de la pratique, c'est 15 jours ou 3 semaines maximum. 3 semaines déjà c'est Entre beaucoup. ouais, une semaine à 15 jours suivant les Voilà. tribunaux. Et souvent, 3 semaines c'est déjà trop long. Là moi je l'ai eu, vous voyez, avec plusieurs, j'ai eu des délibérés à 3 semaines, c'est très très long pour le repreneur Ouais. d'attendre 3 semaines, parce que pendant 3 semaines, du coup, l'activité est censée continuer, mais avec quand même une défiance, on sait que ça va être cédé, donc c'est très très compliqué. Et dans le cadre, donc, le délibéré, c'est le délai dans lequel le tribunal prend sa décision. La date de délibéré, c'est le jour où la décision tombe. Dans le jugement, comment ça se passe très très concrètement et de façon pratico-pratique, le tribunal donc choisit le repreneur et décide que la date de jugement et la date de prise en jouissance de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer les actes de cession pour que le repreneur puisse reprendre la structure, enfin, reprendre les actifs de la structure. La date de jugement va entrer en jouissance du repreneur, ou alors c'est le lendemain du jugement, mais c'est souvent soit le jour du jugement, soit le lendemain du jugement, pour que le repreneur en fait, puisse aller sur site tout de suite et acter alors soit d'un déménagement, soit le transfert des salariés, que ça puisse aller très très vite pour lui. Et derrière, si effectivement il y a des licenciements économiques à mener parce que le repreneur ne reprend pas tous les salariés, dans le même jugement, la liquidation judiciaire de la structure est prononcée. Et donc moi derrière, ça me permet d'enclencher les licenciements économiques des salariés qui ne sont pas repris, parce que là, c'est à moi de mener ces licenciements économiques-là. Voilà. Donc, sur le process pré-accession, vous vous rendez compte, on était en mandat de conciliation, sous 3 semaines, quasiment on part en redressement, et sous 3 semaines suivantes, on cède des actifs. C'est quand même c'est un super outil, un super levier, mais encore une fois, et pour conclure par rapport à ce que disait Nicolas, tout ça, ça peut être fait que si on est une équipe et qu'on travaille tous avec un conseil, un expert comptable et que tout le monde se fait confiance et fonctionne et connaît les outils. Voilà. Donc vous, votre rôle, c'est juste d'avoir un scope de tous les outils. Nous, notre rôle, c'est d'orienter vers les meilleurs outils et le rôle de l'avocat, c'est de mettre tout ça en musique pour que juridiquement, tout le monde soit sécurisé. Mais pour ça, voilà, encore une fois, il faut se connaître, faut anticiper et il faut préparer vos clients alors à soit vivre ces procédures-là, soit à tourner autour de ces procédures-là pour pouvoir, par exemple, être repreneur demain d'actifs qui peuvent l'intéresser par la croissance externe intelligemment, parce qu'encore une fois, l'achat de boîtes en redressement judiciaire, c'est pas forcément qu'un cadeau. Alors, il y a deux questions. Une première question, est-ce que l'État peut choisir le repreneur? Alors, C'est le tribunal. oui et non, parce que, alors oui, parce que celui qui choisit le repreneur, c'est le tribunal de commerce. Donc, c'est l'autorité judiciaire et par conséquent, c'est le peuple français, puisque tous les jugements en France sont rendus au nom du peuple français. Donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, c'est l'État qui est représenté par les tribunaux qui choisissent le repreneur. Je pense que la question était plutôt est-ce que le gouvernement, Bercy, la chancellerie peuvent influencer le choix de tel ou tel repreneur et guider un petit peu les tribunaux. Alors, je peux pas vous répondre, j'en sais rien. La justice est censée être indépendante et je pense qu'elle l'est. Après, très sincèrement, les pouvoirs publics laissent les tribunaux gérer les reprises d'entreprise. Alors peut-être que dans des dossiers en effet très très sensibles, mais vraiment extrêmement sensibles avec des milliers de salariés, les pouvoirs publics ont une influence sans doute non négligeable. Il n'en reste pas moins que ce sont malgré tout les juges, les 3 juges du tribunal qui vont rendre leurs décisions.
Il y avait une autre question sur les pièges à éviter dans un plan de cession. Alors, il y a un piège général, ou en tout cas plusieurs pièges qui découlent de l'exercice lui-même. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est un exercice qui est très complexe parce que il est fait déjà dans un temps extrêmement court. Donc, il faut pouvoir se positionner sur une offre dans un délai de quelques semaines, et quelle que soit la taille du dossier. Si ça peut être pour reprendre une boulangerie avec 2 salariés, comme reprendre une grosse PME avec 250 salariés et une usine entière et une activité qui fait 100 millions de chiffre d'affaires. Malheureusement, le délai sera le même. Il n'y a pas de délai plus long pour les gros plans de cession et un délai plus petit pour les autres. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que ça veut dire qu'il faut travailler dans l'urgence. L'autre problème du plan de cession, c'est que c'est très technique. C'est extrêmement technique. On rédige pas une offre en plan de cession comme on rédige un courrier. C'est très technique. Il y a des rubriques très précises. Et il y a énormément de points, non seulement opérationnels, business, financiers, mais également juridiques à développer dans l'offre et donc à préparer dans le cadre de l'audit. La conclusion, c'est il faut se faire accompagner. On se lance jamais dans un plan de cession comme ça. Il faut se faire accompagner avec une équipe dédiée. Et cette équipe, on retrouve toujours les mêmes personnes. Il faut un expert comptable, donc un spécialiste du chiffre qui accompagne vos clients. Donc, c'est à vous d'accompagner vos clients dans le cadre d'une reprise, et un avocat spécialisé dans les reprises d'entreprises en difficulté. C'est vraiment indispensable. Les pièges qui découlent de tout ce système-là, je vais en citer un qui est vraiment très marquant parce que on vous a dit que, en principe, dans le cadre d'un plan de cession, on ne reprend pas les dettes de la société qui est en procédure, donc les dettes du cédant. C'est vrai, mais il y a une exception. Et cette exception, il faut faire très attention parce que ça peut ruiner un plan de cession et ça peut même ruiner le repreneur qui n'y fait pas attention. Je vais prendre un exemple très simple. La société qui est en procédure, donc le cédant, avant l'ouverture de la procédure, dans le cadre de son activité, a acheté une machine pour fabriquer ses chaussures, par exemple. Et cette machine coûtait 1 million d'euros. Et elle a financé cette machine au moyen d'un prêt. Alors, je ne parle pas de leasing, hein, c'est pas un crédit bail. C'est vraiment un achat en propre. Donc, c'est bien une immobilisation qui appartient à la société, mais qui a été financée au moyen d'un crédit, un crédit classique. Et ce crédit-là, c'est un crédit classique, mais très précis. C'est ce qu'on appelle un crédit affecté. Et un crédit affecté, c'est pas un prêt de trésorerie où ensuite la société fait ce qu'elle veut de l'argent que la banque lui prête. Un crédit affecté, c'est je vous prête 1 million d'euros, mais c'est pour acheter telle machine de telle marque et de référence XB28 au prix d'1 million d'euros. Et je vous prête de l'argent. Et vous devrez me rembourser ce million d'euros, par exemple, sur 10 ans, avec un taux d'intérêt convenu. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle un crédit affecté. Et en plus, lorsque la banque a accepté ce crédit, elle aura pris soin de prendre une sûreté sur la machine. Donc, par exemple, un gage pour garantir le parfait remboursement de la machine. Et cette sûreté, je dis bien une sûreté sur le bien financé au moyen du prêt. C'est pas une caution d'un dirigeant ou une hypothèque sur les locaux de l'entreprise. Non, je parle vraiment d'un gage sur la machine qui est financée. La société qui a acheté cette machine a commencé à rembourser son prêt et la société bascule en redressement judiciaire et fait l'objet d'un plan de cession. Un repreneur prépare son offre et voit que dans le périmètre du patrimoine de cette société, on retrouve cette machine qui est toute neuve, qui a très peu servi et qui est une excellente machine. Le repreneur se frotte les mains parce que c'est une super machine et il veut absolument la reprendre. Et comme je vous disais, le prix de cession, c'est au repreneur de le fixer. Donc, il n'y a pas de prix de cession objectif, c'est à lui de mettre son prix de cession. Et le repreneur va inclure dans son périmètre à tous les actifs qu'il souhaite reprendre, y compris cette machine. Et le repreneur va peut-être mettre comme prix de cession pour l'ensemble, on va dire 300 000 euros, qu'il estime tout à fait convenable. Et il se trouve formidable que le tribunal considère que c'est son offre qui est la mieux disante. C'est-à-dire que
il reprend tous les salariés, donc la case est cochée. C'est un repreneur très sérieux, qui a un super business plan, qui a un très bon projet, tout le monde le suit, et il n'y a aucun repreneur qui a pu s'aligner. Donc c'est lui le revainqueur du plan de cession. Manque de peau, au bout de 1 mois, ce fameux repreneur qui est rentré dans les lieux, qui a repris l'entreprise, qui a repris les 150 salariés et qui a repris sa belle machine, reçoit un courrier de la Société Générale, par exemple, informant ce repreneur rappelant au repreneur que la banque a financé 1 an plus tôt cette fameuse machine qui fait l'objet du plan de cession et qu'il reste 900 000 euros de remboursement d'échéances futures à rembourser et informe donc le repreneur que désormais, ce sera à lui d'assumer les échéances futures de remboursement du prêt. Et donc le repreneur tombe de sa chaise et se retrouve avec un prix de cession de 300 000 euros augmenté d'une charge de 900 000 euros au motif qu'il a repris cette fameuse machine. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on ne fait pas attention. Et ça, c'est l'un des pièges majeurs à éviter parce que quand je décortique juridiquement ce qui s'est passé dans l'histoire que je viens de vous raconter, c'est que dans le cas précis que je vous ai indiqué, un actif, quel qu'il soit, une machine, ça peut être même une branche d'activité, si cette branche d'activité fait l'objet du plan de cession, qui a été financé au moyen d'un crédit affecté, et dès lors que le prêteur a pris une sûreté sur l'actif financé, eh bien dans ce cas, si cet actif fait partie du périmètre de reprise, et c'est totalement automatique, que le repreneur voit le problème ou ne le voit pas, qu'on l'en ait informé ou qu'on ait tu ce sujet-là, c'est un transfert automatique de toutes les échéances futures de remboursement du crédit en question. Et donc là, il faut faire extrêmement attention parce qu'on n'a aucune voie de recours. Et si on ne voit pas le problème, on est obligé d'assumer le remboursement des échéances futures. Alors, on peut toujours négocier avec la banque, mais le problème, c'est que il vaut mieux négocier avant. Là, on a toujours un levier en disant à la banque, ben voilà, j'ai vu que si j'étais repreneur et que je reprenais cette machine qui m'intéresse, je serais obligé de vous rembourser 900 000 euros. Moi, c'est trop. Je vous propose de vous rembourser, par exemple, 400 000. Sinon, je ne fais pas l'offre. Et tant pis pour vous, parce que il y a des risques que la société parte en liquidation et que vous ne serez jamais remboursé de votre prêt. Donc ça, c'est possible, on peut toujours négocier. C'est beaucoup plus compliqué de négocier avec la banque une fois que le jugement du tribunal a été rendu. Donc, c'est un point de vigilance extrêmement important. Il faut faire très attention. Alors, évidemment, on a des moyens de vérifier dans le cadre de l'audit pour bien s'assurer qu'il n'y a pas d'actifs qui sont concernés par cette règle. Donc ça fait partie justement de tout ce qu'il faut regarder. Mais voilà, ça c'est l'un des pièges à éviter dans le cadre d'une reprise. Et souvent tout ça parce qu'au final, c'était pour économiser les honoraires de l'avocat. Faut pas se mentir, c'est ça la réalité. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça coûte plus cher d'avoir un avocat. Et du coup, juste pour revenir sur ce que tu disais sur le rôle de l'expert comptable, vous avez vraiment un rôle à jouer quand vous êtes l'expert comptable du repreneur sur les budgets. Parce que ce qu'on vous demande, c'est effectivement l'application des 3 critères légaux, mais ce qu'on vous demande, nous, en tant qu'administrateur, sur l'accompagnement de vos clients, et quand l'avocat va présenter l'offre pour le compte de votre client, c'est le budget post-cession. C'est-à-dire comment demain on va financer l'activité qu'on va reprendre, les salariés, voilà, c'est quoi la société bis demain. Donc là-dessus, souvent le repreneur il est avec son expert comptable pour expliquer comment il voit les choses une fois qu'il sera à la tête des actifs et qu'il les aura soit incorporés dans sa structure, soit qu'il les aura mis dans une structure ad hoc pour la reprise. Donc ça, c'est vraiment important. Et là-dessus, vous avez vraiment des missions à valoriser qui sont stratégiques. Alors, ça, en plus, à l'audience, vous pouvez aussi conforter le tribunal sur la vision que vous avez de votre propre client, sa solidité financière, sa capacité à connaître l'activité, le business. Enfin, je vous le dis, moi, pour le voir dans les juridictions, les tribunaux vous adorent. Et à chaque fois, malheureusement, quand vous venez, vous prenez pour toute la profession où on dit on voit jamais suffisamment les experts comptables. Bon, alors ça dure 3 minutes, on vous le dit. Mais par contre, ils adorent vous écouter parler. Donc, c'est hyper important. Enfin, vraiment,
les tribunaux de commerce, ils demandent qu'à une chose, c'est voir plus les experts comptables. Donc, profitez de ça, parce que vraiment, dès que vous arrivez, vous avez, je vous le dis, les organes de la procédure, et moi j'en suis ravie, hein, vous avez la bienveillance du tribunal, et pour eux, vous êtes vraiment tiers, neutre, aussi indépendant que nous. Donc vraiment, ils aiment vous écouter et vous savoir présent à côté de vos clients, que ce soit quand ils sont en difficulté ou même quand ils sont dans la posture de repos. Mais il faut nous laisser la parole, maître. Ah, mais moi, Bien souvent, entre un administrateur judiciaire qui est un auxiliaire de justice et l'avocat, imaginez le rôle de l'expert comptable, c'est la portion. Non, franchement, en tout cas pour ma part, moi je laisse toujours parler l'expert comptable sur la partie chiffrée quand il est là, parce que c'est pas mon rôle. Enfin, en tout cas, pas le chiffre, là on a perdu là. Non, mais c'est important, je trouve, c'est important. Et encore une fois, vous avez tellement cette casquette pour moi de bras droit du chef d'entreprise, avec cette indépendance et cette neutralité, et la capacité aussi de dire au chef d'entreprise, il faut arrêter. Et en tout cas, pour les juridictions où j'interviens, c'est vraiment, moi j'étais encore en audience ce matin, je le vois, enfin, ils aiment vous avoir en audience, quoi. C'est vraiment, vous avez un rôle aussi important qu'un auxiliaire de justice. Et pour nous, côté avocat, c'est évidemment essentiel parce que nous, on est incapable de faire un business plan, de faire des prévisionnels de trésorerie et d'exploitation. Et c'est l'une des pièces majeures du dossier de présentation de l'offre de reprise, parce que le tribunal et les organes de la procédure doivent s'assurer de la viabilité du projet et de vérifier qu'on raconte pas n'importe quoi et que le repreneur va pas déposer de bilan dans les 6 mois suivant la session. Donc, et ça, c'est vraiment le rôle de l'expert comptable. Hein. Nous, on peut absolument pas agir sur ce sujet-là, quoi. Bon, eh bien écoutez, je vois que doucement le nombre de participants diminue, mais on reste au-dessus de la barre des 100. Il est 19h45, je vois que manifestement, il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent. Je pense qu'on a un peu détouré le sujet sur le plan de session. Alors, côté entreprise qui est obligée de céder son actif parce qu'elle est en procédure collective et qu'elle n'a pas la possibilité de démontrer sa capacité à rembourser son passif. D'où l'intérêt de démarrer le plus tôt possible et d'attaquer la notion de prépaccession qu'on a un peu recadré ce soir. Ou alors, côté repreneur, effectivement, l'accompagnement nécessite une connaissance de la procédure, une connaissance de ce qui est analysé dans les dossiers, de l'analyse de la data room, comme un outil d'acquisition, mais avec ses particularités. Et moi, je crois beaucoup dans cette, pour le vivre régulièrement, je crois beaucoup dans cette équipe, dans cette team, qui est l'expert comptable, l'avocat, l'administrateur judiciaire, qui travaille de concert pour arriver à sauver l'entreprise et son dirigeant, et faire en sorte qu'il y ait le moins de casse possible chez les créanciers et au niveau social également pour les salariés. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour conclure. Alexandra? Non, moi j'avais fait la conclusion avant, c'est bon. Je dis plus rien. Merci. Une petite conclusion de ma part. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le plan de session, c'est pour les entrepreneurs, pour les entreprises, un formidable outil de croissance externe. Vraiment, il y a vraiment des très bonnes opportunités, des excellentes opportunités. Et on va en avoir beaucoup, je pense, dans les mois et les années à venir. Malheureusement pour les entreprises qui vont déposer le bilan, mais en même temps, le plan de session est là justement pour sauver des activités, des talents et des emplois. Et pour ça, le plan de session est vraiment formidable. Donc, il y a vraiment des opportunités pour vos clients. Simplement, il faut se faire accompagner et à commencer par vous. Ça, c'est très très important. Ne laissez jamais l'un de vos clients aller tout seul dans ce genre de projet. C'est bien trop dangereux. Parfait, c'est le mot conclusif. Alexandra et Nassim, je vous remercie d'avoir partagé votre expérience, vos expériences personnelles sur le sujet de la session. Merci à vous et merci à tous les participants. Nous nous reverrons sans doute, voilà, ça clôt ce cycle d'ateliers, de vous prévenir, mais
il n'y a pas de raison qu'on ne redémarre pas un nouveau cycle. On verra comment on tourne les choses au mieux. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé, posé des questions. Et puis, retrouvons-nous bientôt. Et voilà, retenez l'accompagnement des clients. Voilà, c'est le mot d'ordre, la vigie, l'expert comptable et la vigie de l'entreprise. Donc, de surtout pas hésiter. Je fais un peu de pub pour la commission, soutenir vos clients en difficulté, mais on l'a déjà fait, on communique dessus. N'hésitez pas, vous avez une ligne dédiée à l'ordre. Mélodie, notre permanente, recevra vos appels, les qualifiera, éventuellement les transférera vers les juges chargés de la prévention dans le cadre des tribunaux de commerce qui ont joué le jeu du ressort de la région pour vous guider. Si vous ne savez pas comment appréhender un dossier, vous savez que votre client est en difficulté, comment l'accompagner. La cellule peut vous donner des ressources, en tout cas des coordonnées de gens qui sont capables de vous assister, de vous aider. Mais le maître mot, c'est l'anticipation, la pédagogie, et effectivement, ensuite avoir les professionnels autour de soi pour accompagner l'entreprise. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, et puis eh bien, à bientôt, et portez-vous bien. Merci à tous, bonne soirée, prenez soin de vous. Merci, au revoir.